problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de messages d'un coup et le logiciel a bugué. Alors, bravo à tous. Si vous me voyez, en tout cas, vous avez réussi à faire péter le logiciel. Alors, une petite seconde. Bonjour David, bonjour David. Attendez. Bonjour à tous, bonjour à tous. Juste, je vais vérifier que vous me voyez. Oui, vous me voyez. Ok, super. Donc, ça fonctionne. Allez, on y va. Alors, bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Au-delà des réponses que va nous apporter cette conférence, il y a quelque chose de plus grand qui, pour moi, va sortir. C'est la bienveillance. La seule réponse à nos questions sera la bienveillance. Ce n'est pas un rassemblement comme les autres. On le voit tous. C'est historique. On est tous un peu confinés chez nous. Et à travers cet appel que j'ai lancé, vous avez tous répondu. Et vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Aujourd'hui, je ne suis pas David Bramy, le fondateur d'un groupe Point de Vente. Je suis un agent immobilier comme vous tous. Je suis aussi, même si je ne suis pas un promoteur comme vous tous, je suis aussi un diagnostiqueur comme vous tous. Je suis un banquier comme vous tous, même si j'aurais bien aimé être banquier. Voilà, donc comment arriver à cette idée de la conférence? D'abord, il y a eu une sidération totale. Vous savez, cette sidération qui nous a figés. On était un peu comme sonnés, comme spectateurs de nous-mêmes la semaine dernière, quand du jour au lendemain, on nous a dit qu'il fallait qu'on reste chez nous. Il fallait quand même accepter moralement de considérer pour des gens comme nous, des gens qui sont dans l'action, de se dire à partir d'aujourd'hui, tu restes chez toi et tu bouges plus. Et là, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose, c'est-à-dire prendre les choses en main. Et le mouvement s'est accéléré. Le mouvement s'est accéléré avec vous. C'est vous qui avez fait accélérer ce mouvement. Des personnes qui n'auraient jamais aucune probabilité d'être réunies vont l'être aujourd'hui. Qui peut s'attendre à ce que l'appel que j'ai lancé puisse avoir autant de réponses? Personne. Vous savez, quand j'ai lancé l'idée, j'étais au téléphone avec mon associé et le directeur de notre communication. Et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on ait un site qui puisse accueillir 2000 personnes. Et les deux ont explosé de rire en me disant, non mais attends David, si tu arrives à réunir 150 personnes, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, vous êtes plus de 2276 inscrits. Et malheureusement, et avec le fond du cœur, on peut être que 1000. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous n'avons les limites que nous nous fixons nous-mêmes. Et je vais vous révéler un secret. Je pense que si j'ai réussi à tous nous réunir aujourd'hui, c'est parce que je ne savais pas que c'était impossible. Voilà. Le but de cette conférence, ça va être de lever nos angoisses, nos doutes, nos questions. On est tous stressés. On est tous angoissés. Toute la famille de l'immobilier est présente. Vous avez des agents immobiliers, vous avez des diagnostiqueurs, vous avez des promoteurs, vous avez des investisseurs, vous avez des locataires, vous avez des enseignes. On est tous présents et on ne peut pas rester statique. On se doit d'être en mouvement, sinon nous allons devenir fous. Acceptons que le monde change. Acceptons qu'il y aura une mutation du monde et que le monde est en mutation totale. La question la plus importante qu'on doit se poser, c'est faut-il être celui qui bâtit le plus haut ou celui qui bâtira le plus solide? Est-ce qu'on va demander à des locataires, et d'ailleurs on va développer dans cette question, est-ce qu'on va développer attendez, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent que la connexion est impossible. Est-ce que tout le monde me voit? Ça continue à fonctionner? Ouais, donc on a fait un peu péter les compteurs. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on va demander à des locataires qui n'ouvrent même plus des boutiques de payer leur loyer? On peut poser cette même question aux banquiers. Et les banquiers, d'ailleurs, vont poser cette même question à l'État. Donc, avant de commencer les interviews, et pour toutes les personnes que j'ai invitées, vous êtes une dizaine, je veux d'abord remercier tous ces gens parce que tout de suite, ils m'ont dit oui. Jean-Marc Ribes, qui m'a beaucoup aidé, et Pauline Duval, les deux, vous m'avez énormément aidé à développer cette conférence. D'ailleurs, je remercie parce que je suis en même temps avec mon iPhone en FaceTime avec Jacques Attali. Avant de commencer, je voulais vous dire, pour les 10 personnes, si je vous pose des questions et que vous estimez que cette question, vous ne pouvez pas y répondre, vous n'êtes pas prêt à y répondre parce que vous n'avez pas la réponse, vous me dites David Joker, parce que mon but, je vous le dis, je ne suis pas journaliste, c'est pas mon métier. Moi, je suis agent immobilier et ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'on puisse tous se retrouver pour répondre. Voilà.
Alors, avant de commencer, je vais vous tourner la caméra parce que malheureusement, on a Jacques Attali qui n'a pas pu venir. Alors, attendez, oula, parce qu'il y a beaucoup de notifications, une petite seconde. Voilà, j'enlève les notifs. Alors, voilà, Jacques Attali est avec nous. Tout le monde vous voit, monsieur Attali, que vous sachiez. On est très, très, très heureux du fond du cœur de vous avoir avec nous et d'avoir répondu à notre appel parce que on vous sait très occupé et c'était pas si simple pour vous de pouvoir être disponible aussi facilement. Aujourd'hui et ou confinés dans des conditions qui ne sont pas forcément aussi idéales ou aussi commodes ou aussi privilégiées que celles de sans doute un certain nombre de ceux qui sont là, je ne dis pas tous, mais un certain nombre de ceux qui sont là, dans les quartiers, dans les maisons surchargées, dans des familles qui n'ont pas tous les moyens de confort et en particulier n'ont même pas pour beaucoup d'entre eux accès à Internet. Ceci étant dit, c'est vrai à la fois à l'échelle de la France et à l'échelle du monde. Maintenant, je réponds, après avoir mis ça en filigrane, à votre question. Cette crise n'a absolument rien à voir avec les précédentes. Elle rentre dans des crises de pandémie. Alors, ne parlons pas de ceux qui ont pu le prévoir ou il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou de ceux qui ont pu le prévoir il y a 1 mois, 2 mois, mais il y a 5 ou 10 ans, c'était prévu. Il y a 1 mois, certains dont je fais partie disaient que ça serait plus grave que celle de 2008 par rapport à notre échelle. Et je pense en effet que cette crise n'a aucun rapport avec les crises précédentes et qu'elle est plus grave que celle des systèmes antérieurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une crise financière, même si la manifestation pour nous est d'abord financière. C'est une crise de l'offre et une crise de la demande, puis de nouveau une crise de l'offre en boucle. Et ça, le système financier ne peut le résoudre que d'une façon partielle, parce que le système financier peut assurer de la liquidité, mais il ne peut pas assurer de la solvabilité qui dépend d'un fonds de commerce. Donc nous sommes dans une crise d'une nature radicalement différente. Vous avez peut-être vu les déclarations du président de Colony ce matin, qui s'attend à des effondrements dans le marché de l'immobilier commercial aux États-Unis. Je vous y renvoie si vous l'avez pas vu, et qui parle d'un montant de l'ordre de 20 à 30% de chute. Pour ma part, hier, j'ai fait une prévision très pessimiste, parce que je crois que la seule façon de d'éviter le pire, c'est de le prévoir. Si on prévoit le pire, on a une petite chance d'éviter qu'il n'arrive. Ma prévision est que nous pourrions avoir non seulement une chute du PIB, la croissance, la production, de 20% au premier trimestre, peut-être plus, mais même de 20% sur toute l'année, si un certain nombre de conditions ne sont pas réunies, en particulier en termes de médicaments, d'appareils disponibles et de retour de l'épidémie dans un deuxième temps. Donc ma réponse à votre question, un peu trop longue, je m'en excuse. Non, c'est pas grave, mais c'était très intéressant. La deuxième question que je vous pose, monsieur Attali, je me permets de vous reprendre la caméra. Vous savez, l'assouplissement de la dette. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'assouplissement de la dette, monsieur Attali, vous me coupez si je me trompe, c'est le fait que les États, en fait, produisent de l'argent, font marcher, comme on dit, la machine à billets. Et donc, une fois que vous avez une dette, je crée de l'argent pour un peu effacer cette dette, si je ne me trompe pas. L'assouplissement de la dette, moi, me donne l'impression d'être dans un jeu vidéo, comme quand j'étais petit, avec les codes pour tricher dans le jeu vidéo. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver au bout de ce système que vous vous rappelez peut-être, Sarkozy a proposé à tricher en 2008 je vous laisse peut-être y répondre. Est-ce que l'assouplissement de la dette sera encore la solution pour sortir de cette crise? Non,
La solution de la dette qu'on voit depuis longtemps, c'est un mécanisme de type Ponzi ou Madoff qui ne fait que retarder la solution et qui ne la résout pas. Ça règle la question de la solvabilité, puisque ça permet non pas par les États, parce que c'est pas les États qui le font, c'est les banques avec la garantie de l'État et surtout de la Banque centrale. Là-dessus, je n'ai pas de doute. Les États vont faire ce qu'il faut en termes de chômage temporaire, garantie des dettes. Les banques vont faire ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir passer cette étape sur ce point-là, si elle n'est pas trop longue. Par contre, les entreprises vont avoir perdu du chiffre d'affaires irrattrapable et avoir perdu du moyen de solvabilité, du BFR, qui sera nécessaire pour redémarrer. C'est là où il va falloir trouver un nouveau système de financement qui n'est pas encore considéré, puisque pour l'instant, on considère que le moyen de problème de la solvabilité pour permettre aux entreprises de ne pas disparaître. C'est l'urgence absolue, mais il y aura une deuxième nécessité, qui est à la fois de créer du nouveau chiffre d'affaires, et on voit bien comment c'est possible, parce que il y a des secteurs économiques importants qui vont avoir besoin de plus en plus de croître. On a besoin de beaucoup plus de croissance dans le secteur de l'économie de la santé, de l'éducation, dans le secteur de l'énergie, de l'hygiène. Il y a beaucoup de secteurs qui vont bénéficier de cette situation, parce qu'il y a des demandes dans des secteurs nouveaux qui apparaissent et qui sont nouveaux que parce que maintenant on a pris au sérieux ces demandes antérieures. Il y a une réorientation profonde de l'économie, profonde, qui va entraîner des modifications, et chacun d'entre vous devra penser à comment je suis à la fois plein de gratitude, plein d'empathie, et comment je fais de cette gratitude et de cette empathie une source de rebond. Alors, Monsieur Attali, merci en tout cas. Il me reste que 2 questions. La première question va être, alors j'en profite, Monsieur Rib, si vous pouvez vous connecter avec les premiers codes que vous avez sur votre ordinateur, parce qu'on va vous faire monter sur scène juste après, comme ça on commence à gagner du temps. Les codes qui étaient pour ce Monsieur Attali, tout compte fait, on est sur l'iPhone. Donc si vous pouvez vous connecter avec les premiers codes, Monsieur Rib. On continue. La troisième question que j'ai à vous poser, Monsieur Attali, c'est est-ce que les banques qui ont énormément souffert en 2008, sauvées à l'époque par l'État, vont tenir le choc cette fois-ci? On ne peut pas dire les banques en général, mais le système bancaire, je n'ai pas de doute, il va tenir. Encore une fois, le problème n'est pas le problème de la liquidité, il va être celui de la solvabilité, c'est-à-dire des fonds propres et des instruments financiers qui doivent être inventés pour ça. Je n'ai pas de doute que le système bancaire a les moyens de tenir, à condition évidemment que cette crise ne dure pas 2 ans et qu'on ne soit pas là en se retrouvant dans 1 an au même endroit, ce que je ne crois pas. Est-ce que selon vous, l'immobilier continuera à être une valeur refuge ou allons-nous arriver à l'explosion de notre bulle? Toute bulle explose à un moment ou à un autre, mais me permettrez de ne pas faire de commentaires de marché aujourd'hui, ce n'est pas l'urgence. À un moment, il est évident que l'immobilier correspond à un besoin, à une demande très forte. Je connais Jean-Marc Rib en particulier, que vous venez de citer, qui en est un des grands financiers. Il y a un besoin de financement de l'immobilier commercial. Il faut certainement réinventer, au regard de ce qui se passe, de nouveaux projets, de nouveaux produits, tout en sachant que certains d'entre vous, dès que la crise sera passée, voudront revenir à business as usual et auront oublié ces leçons, ce que je n'espère pas. Donc je pense qu'il y a un besoin évidemment d'immobilier, parce que l'humanité a besoin de cela, mais c'est ce que j'appelle pour ma part l'immobilier positif, c'est-à-dire l'immobilier qui est au service des générations futures, qui pense en termes de prévention, d'hygiène, d'écologie, de justice sociale, d'inscription dans le territoire, toute une série de paramètres qu'il faut maintenant introduire tant dans l'immobilier que dans les autres dimensions de notre vie. D'accord. Ok. Monsieur Attali, de vous à moi, cette crise, elle fait vraiment peur? La peur, disait Tristan Bernard, c'est ce qui précède la catastrophe. Nous ne sommes plus en situation d'avoir peur, nous sommes en situation d'espérer. Bon, merci Monsieur Attali en tout cas de nous avoir... D'espérer et d'agir. Parce que la citation que j'ai faite porte sur un moment où nous ne pouvions pas agir. Aujourd'hui, nous pouvons agir, nous devons agir. C'est donc dans l'action intellectuelle innovante de chacun de ceux qui sont dans cette réunion et de tous les autres, avec empathie, admiration, gratitude,
que je n'ai pas de doute, je n'ai aucun doute, nous en sortirons. Bon, merci Monsieur Attali en tout cas. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris un peu de temps pour nous, pour la famille de l'immobilier. Et je vous souhaite en tout cas de pouvoir continuer à faire ce que vous faites, parce que pour tout le monde, quand on a vu Jacques Attali qui allait venir, pour nous c'était juste un moment incroyable. Vous êtes un économiste et un visionnaire, et vraiment du fond du cœur, de la part de tout le monde, je vous remercie vraiment. Heureux d'être là. Merci. Au revoir, à bientôt. Bon alors les amis, c'était super. Sans vous embêter, vous êtes super les gens sur le chat. Juste une chose en fait, essayez de pas trop parler, parce que ça fait péter les serveurs. Alors voilà, vos dossiers immobiliers, toutes les transactions que vous voulez faire, si vous voulez, je laisserai le chat allumé après, mais s'il vous plaît, pas trop de messages, parce que ça fait péter les serveurs. On va essayer de voir si Monsieur Rib est monté. Non, Jean-Marc est pas dispo. Alors je vais l'appeler en FaceTime aussi. On va faire comme, en fait, on a fait péter les serveurs. J'aurais pas pensé qu'on ferait péter les serveurs comme ça, mais on les a fait péter, les amis. Jean-Marc? Oui. Tu m'entends? Oui, je suis là. Ok, coupe le son de mon micro, s'il te plaît. Je coupe celui-là. Coupe celui-là. C'est bon là, tu m'entends? Ouais. Jean-Marc, on va faire avec les moyens du bord, parce que en fait on a explosé là, on est à. Enfin bref, c'est compliqué. Alors. C'est pas grave, je vous entends très bien, David. Ok, alors bon. Je vous vois. À tous, je vous présente Jean-Marc Rib. Jean-Marc Rib, c'est le président de la BPE, la Banque Postale Européenne. La banque privée de la Banque Postale. La banque privée de la Banque Postale. Jean-Marc Rib fait de l'immobilier il travaille beaucoup dans l'immobilier. Ceux qui le connaissent, il a même une association qui s'appelle les Papillons Blancs, c'est ça? Oui, les Papillons Blancs de Vincennes. Exactement. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une très belle association. D'ailleurs, je vous invite l'année prochaine, quand on sera tous sortis de cette période difficile, de venir à cette association. Alors, Jean-Marc, d'abord, je me permets de vous remercier, parce que c'est aussi un peu grâce à vous que Jacques Attali a pu venir, et y compris Pauline, que je féliciterai tout à l'heure. Alors, il y a des gens qui disent, qui demandent. Alors, il y a Eric Citruc qui a demandé votre coiffure est très belle. Quelle est cette nouvelle coiffure, Jean-Marc? Alors, c'est une coiffure de confinement, mais dans quelques temps, je pense que je me ferai une queue de cheval. Ça fera très artiste. Parfait. Alors, plus sérieusement, est-ce que selon vous, l'immobilier continuera à être une valeur refuge? Oui, je pense que l'immobilier continuera à être une valeur refuge pour une raison simple, c'est que les taux d'intérêt sont bas. Les taux d'intérêt resteront durablement bas, même si vous avez vu depuis quelques jours l'OAT à 10 ans est repassé positive, mais ça reste des taux très bas. Et d'ailleurs, nous n'imaginons pas aujourd'hui une remontée des taux importante, car ce serait catastrophique pour l'économie, bien évidemment, et pour la charge financière des entreprises et des États. Donc, les taux étant bas, il y a des liquidités, il y a beaucoup de liquidités sur le marché, et donc il faut bien les investir. Et donc, l'immobilier restera une valeur refuge. Et puis, les Français aiment bien l'immobilier. Vous devez, de toute façon, ce sont des conseils que nous donnons au niveau de notre banque, vous devez diversifier votre patrimoine. Et diversifier votre patrimoine, bien évidemment, c'est faire de la bourse, c'est de l'immobilier, et puis c'est d'autres produits divers et variés que je ne vais pas présenter ici. Donc, l'immobilier restera une valeur refuge, bien évidemment. Alors, là, il y a un petit trou d'air, effectivement, il va falloir le passer. Ça va prendre quelques mois. Je vais pas rebondir sur ce que disait Jacques tout à l'heure, mais ça va être quelques mois, et je pense que là, le rôle des banques va être très important. Ok. Alors, Jean-Marc, la question, tu viens d'y répondre, c'est est-ce que les banques vont continuer à prêter pendant le mois qui vient? Oui, alors d'abord, je pense que la finance, vous savez, la finance doit être au service des autres.
Ça, c'est très important. La finance va devoir soutenir les secteurs d'activité qui sont touchés. Il y en a beaucoup, directement et indirectement. Il va falloir également soutenir des personnes physiques, parce que on parle des entreprises, mais il faut aussi penser aux personnes qui vont avoir des difficultés, qui vont se retrouver au chômage, qui ont perdu leur emploi, même si c'est temporaire, il va quand même falloir faire face à des échéances, et donc il va falloir les aider. Donc les banques doivent répondre présentes. Vous savez, une banque n'est pas là uniquement quand on en a besoin. Quand on en a besoin, il faut que la banque soit là, mais quand on n'en a pas besoin, il faut que la banque soit là également. Et ça, c'est très important. Donc la banque, elle doit être aussi proche des clients quand il y a des situations difficiles. Et c'est ça un vrai banquier. Et moi, je m'y tiens parce que j'ai toujours souhaité, au travers de ma banque, faire, comme je le dis souvent, de la banque à l'ancienne. Et la banque à l'ancienne, c'est la banque proche des clients. Vous voyez, avec cette crise, tous les jours, nous appelons des clients, ce week-end compris. Nous appelons des clients, nous devons être proches de nos clients, les aider, les rassurer, les conseiller, et l'activité doit continuer, surtout pas s'arrêter. D'accord, parfait. Alors, attendez, j'ai l'impression que mon réseau… Attendez, une petite seconde. Petite seconde, j'ai l'impression que le réseau est un peu… Là, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde sur le chat et c'est en train de faire péter les serveurs. On l'avait pas prévu ça, Jean-Marc. On avait prévu que ça allait marcher, mais de là à… Oui, on le savait, mais bon. Là, c'est en train de craquer. Alors, attendez, juste une chose. Je vais demander à mon associé. John, tu peux m'envoyer un WhatsApp pour me dire si tu me vois et si ça continue à marcher, s'il te plaît. Ah, ça marche très bien, David. Ok, donc on continue. D'ailleurs, il y a des gens qui disent bravo, vous avez un vrai discours de la BPE. Les banques vont-elles avoir les liquidités pour les particuliers? Oui, bien sûr, bien sûr. Les banques vont avoir des liquidités, et puis tout ce que la Banque centrale européenne injecte comme liquidité, on n'aura pas de problème de liquidité. Les banques ont une solidité en France, en Europe, et également donc une solvabilité. Donc solvabilité plus liquidité, les banques pourront continuer à prêter, bien évidemment. Et je crois qu'il faudra, on changera pas nos critères de risque. Nos critères de risque resteront les mêmes qu'avant la crise, pendant la crise et après la crise. Et vous savez, nous continuons à faire des dossiers de crédit. Nous avons eu un comité de crédit ce matin. Alors on le fait différemment parce que plusieurs personnes sont en télétravail, mais on ne doit pas s'arrêter. Voilà, surtout pas s'arrêter. Parce que si tout le monde se met en pause, on va aggraver la situation et ce sera… Alors, Monsieur Rib, vous savez, il y a quelqu'un, et c'est la troisième personne. Alors, je veux juste préciser, parce que tout le monde me demande comment ouvrir un compte à la BPI. Alors, c'est pas la BPI, c'est la BPE. Voilà, comment on ouvre un compte, on vous donnera les coordonnées des équipes. Il y a déjà 6 messages de me dire comment on ouvre un compte, comment on ouvre un compte. Alors, vous savez, une banque privée accorde des crédits, mais fait également, parce que c'est le principe d'une banque privée, aussi beaucoup de placements et d'allocations d'actifs. Car aujourd'hui, il faut vraiment bien diversifier son patrimoine. Vous savez, ce sont les conseils que nous donnons à nos clients depuis plusieurs mois. Diversifier, on ne sait jamais si un jour il y a une crise. Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit depuis des mois. Mes collaborateurs et mes clients le savent. Bon, je ne pouvais pas savoir que la crise allait arriver tout de suite et le type de crise, bien évidemment. Mais on savait que de toute façon, en cas de crise, il faut bien diversifier son patrimoine et c'est une sage décision de l'avoir fait. Alors, et donc, nous avons conseillé cela à nos clients. Ils en sont ravis aujourd'hui d'ailleurs. Monsieur Rib, je vous pose une question assez simple. Prenons un exemple parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois de la part des personnes qui m'ont posé des questions. Attendez, parce que Xavier Ayache, c'est assez rare qu'il s'exprime. Il m'a écrit « Les banques pourraient-elles avoir des dispositions communes ?» Ah oui, mais alors ça, Xavier, avec tout le respect que je vous dois, c'est compliqué. Hein, c'est de réussir à avoir un avis commun. C'est les bailleurs, pourquoi ils n'ont pas un avis commun? Les enseignes, pourquoi ils n'ont pas un avis commun? Après, c'est pour tout le monde un peu pareil. Alors, revenons à nos moutons. Prenons un exemple simple. J'ai signé une promesse début janvier. D'accord? L'acte définitif aura lieu le 1er avril. Est-ce que les notaires et les banques aujourd'hui sont en totale harmonie pour permettre de signer dans les meilleures conditions? La réponse est oui. Nous travaillons avec des notaires depuis des années. C'est un vrai partenariat que nous avons chez les notaires. Hein. Et donc, les notaires se sont organisés comme nous, avec de la banque à distance, donc des notaires à distance. Et nous continuons à envoyer nos dossiers chez nos notaires. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Rien ne s'arrête, rien ne doit s'arrêter.
Voilà. La problématique des banques aujourd'hui va être effectivement, et Jacques Attali en a parlé tout à l'heure, va être de geler des échéances parce que bien évidemment il va falloir aider nos clients. Donc ça, je dirais que c'est pas un sujet, on doit le faire. Nous avons tous un devoir de solidarité et comme je l'ai dit tout à l'heure, la finance doit être au service des autres. On a tellement tapé sur la finance, donc je pense que là, on aura peut-être une image un peu différente. En tout cas, j'y contribuerai avec mes équipes et dans le groupe La Banque Postale du groupe La Poste. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est un discours angélique. Et je vous dis, regardez, il y a encore, alors vous êtes tous pas d'accord spécialement, mais il y a quand même quelqu'un qui vient d'écrire. Attendez, vous écrivez tellement que j'arrive même plus à remonter. Voilà, Philippe Israelevich qui a dit, je suis d'accord, j'ai fait une signature ce matin en visioconférence, donc oui, je confirme que nous pouvons continuer notre activité. Après, certains y arrivent, certains y arrivent pas. Faut peut-être que le temps se mette en place, mais dans les faits, ça va se mettre en place. Ok. Écoutez, Jean-Marc, pour moi, j'ai fait le tour un peu de mes questions. Donc, juste, en tout cas, vous l'avez dit une fois, vous êtes un peu un banquier à l'ancienne, c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire une banque très proche de ses clients. Vous savez, moi, j'ai appris la banque avec des grands patrons il y a très longtemps parce que j'ai quand même quelques heures de banque aujourd'hui et j'ai toujours appris que la banque, elle se faisait sur le terrain. Elle se fait pas, vous savez, dans des sièges avec des consultants qui vous expliquent comment travailler parce que ces gens-là ne voient pas de clients. Moi, vous savez, en tant que président de la banque, je vois 2 clients par jour. Voilà. Donc, et j'apprends beaucoup sur le terrain avec mes clients. Et tous les clients qui nous écoutent aujourd'hui peuvent le confirmer. Donc, c'est être à l'écoute des clients, c'est être très proactif aujourd'hui d'appeler les clients en temps de crise. Le banquier est aussi là quand il y a une crise. On peut pas être là uniquement quand cela va bien. Il faut être aussi là quand cela va mal. Et quand on a un partenariat avec des clients depuis des années, je parle des années et je parle d'un partenariat, eh bien, nous avons vécu des hauts et des bas. Donc, les clients savent s'en souvenir et les banques aussi. Donc, pas d'inertie, être en action. On a besoin de discuter les uns avec les autres avec ce confinement. Donc, tous nos conseillers actuellement chez BPE sont en contact avec les clients. Voilà. Donc, on se prépare pour le rebond. Mais ne pleurons pas tous ensemble autour d'une table, ça servira à rien. Donc, en action et nous aiderons nos clients, bien évidemment, le mieux possible. Ok, merci en tout cas. Merci d'avoir pris un peu de temps. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir les coordonnées, c'est la BPE. Et sauf erreur de ma part, mais ce banquier me rassure. Voilà. Oui, il ne faut pas avoir peur. N'ayons pas peur. Voilà, parfait. N'ayons pas peur et soyons très volontaristes. Merci Jean-Marc. Alors, je vais appeler maintenant Philippe Journeau. Merci Jean-Marc. Tu peux continuer à regarder dans l'autre sens. Alors, excusez-moi les amis, mais je n'arrive pas à appeler, je n'arrive pas à faire monter. En fait, vous me demandez pourquoi on fait du FaceTime. C'est que normalement, ça fonctionne, mais je n'arrive pas à faire monter les gens sur scène. On est trop. Et le logiciel a bugué. Voilà, si vous voulez tout savoir. Alors, on va appeler Philippe Journeau maintenant. On va le faire à l'ancienne. Philippe, prépare-toi, je t'appelle. Alors, attends. Normalement, ça résonne plus, c'est ça? Ok, parfait. Alors, c'est vrai que vous aussi, vous avez, comme dirait Eric Citruc, vous avez fait une belle coupe d'été. Je suis propriétaire de beaucoup de locaux qui ne vont pas être payés. Bah oui, c'est vrai. Alors, bonjour à tous. On est en direct avec Philippe Journeau. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Journeau, c'est le fondateur de la compagnie de Phalsbourg. Alors, je vais d'abord vous poser, vous avez peut-être vu, je suppose, Philippe, vous avez regardé depuis le début ou pas? Oui, tout à fait, j'étais là. Ok, vous avez vu Jacques Attali et donc Jean-Marc. Alors, première question que je vais vous poser, Philippe. Je suis obligé de vous la poser parce que tout le monde se l'est posé. Vous avez récemment accepté d'annuler complètement les loyers de vos locataires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait ça? Alors, tout d'abord, j'ai pas accepté, j'ai proposé, ce qui n'est pas exactement pareil, puisque j'ai considéré que à partir du moment où nous n'étions pas, nous, en tant que propriétaires de centres commerciaux, en l'état de garantir l'ouverture de nos sites à nos clients et qu'eux-mêmes ne pouvaient pas ouvrir, je ne me sentais pas moralement capable de leur demander de payer du loyer, tout simplement. Voilà. En revanche, ce que l'on a fait, c'est que l'on a anticipé le fait que bientôt les esprits vont s'échauffer et qu'on risque d'avoir quelques cambriolages. Donc, on a doublé la sécurité de tous nos sites, ou même triplé dans certains cas, parce qu'on pense que c'est de l'intérêt de nos preneurs. D'accord. Deuxième question, Philippe. Aujourd'hui, tous vos projets sont en stand-by.
Comment les projets sont pas en stand-by. J'avais une réunion ce matin sur un centre commercial, à propos d'un centre commercial qui est à Plaisir et qui devait ouvrir le 23 avril. Donc, on est comme tout le monde en cellule de crise et on va voir à quelle vitesse on peut faire redémarrer les chantiers, tout en sachant que c'est quand même une situation totalement inédite. Mais je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est que je partage l'opinion de Jacques Attali. Je pense que c'est un modèle crise de 29 que l'on va avoir, et pas du tout un modèle de crise de 2008, parce que la plupart de nos clients, au fond, n'ont pas été touchés en France par la crise de 2008, mais parce que l'État et la BCE ont fait leur travail. Mais là, tout le monde est touché et tout le monde se demande comment ça va redémarrer. Il y a un exemple qui est assez simple, c'est la Chine. Et là, je m'adresse aux commerçants et aux bailleurs. Il faut savoir qu'en Chine, depuis qu'ils ont rouvert les magasins, en fait, il y a des baisses de chiffre d'affaires d'environ 50% par rapport entre 40 et 50% par rapport à la normale. C'est-à-dire que non seulement nos clients ont souffert de la fermeture, mais ils vont souffrir également pour que les gens reviennent chez eux et reprennent leurs habitudes de consommation. Donc on est vraiment sur un, enfin je suis pas très optimiste, j'en suis désolé, mais on est sur un modèle qui va être assez long pour que la consommation retrouve des vraies couleurs. Donc c'est pour ça que très très vite on a dit qu'on payait pas, qu'on demandait pas je vois une question de Sébastien. Ouais, c'est ça, moi aussi. Pourriez-vous aborder le sujet de l'avenir, c'est ça? Oui, bien sûr. Non, les charges locatives sont-elles suspendues? En fait, on a décidé de faire un write-off sur les charges de marketing, puisque même si on avait engagé des sommes, celles-ci ne serviront pas à nos clients. Les seules charges qui seront facturées sont des charges de protection de leur outil de travail, donc ce sont les charges de sécurité. Et celles-ci, je pense que c'est normal qu'on les facture parce que vraiment on fait un gros effort, car vous savez, c'est quand même extrêmement tentant d'avoir des magasins boulangers, Darty, Fnac, Ralph Lauren, etc., sans sécurité. Et donc, pour l'instant, les gens sont relativement citoyens, mis à part les promenades dans les parcs du week-end dernier. Mais je pense que on va avoir des moments où l'enjeu sécurité va être très important. Donc, ce sont les seules choses que l'on facturera. L'autre remarque que je voulais faire, c'était sur votre question, l'immobilier est-il une valeur refuge? Moi, j'ai une question à poser à tout le monde. Où êtes-vous? Dans des appartements? Ou dans des immeubles, ou dans des bureaux. Vous êtes tous dans un support immobilier. Donc, ça montre bien l'absolue nécessité et l'absolue résilience de l'immobilier. Le sujet pour nous tous, c'est quoi? C'est que il y a des dettes à rembourser, que l'immobilier se paye avec des crédits bancaires que nous faisons. Donc évidemment, la chaîne de solidarité ne doit pas s'arrêter aux bailleurs, elle doit continuer au niveau des banquiers et des gouvernants. Donc ils sont en train de prendre des mesures. Donc il faut voir ce qu'il y a comme mesures effectives qui vont être mises en place. On parle de gel des remboursements et de report des remboursements, mais pour l'instant rien n'est acté définitivement. Donc voilà. Mais vous savez, la crise, elle va être terrible parce que la Chine s'est arrêtée en première, ensuite l'Europe, maintenant les États-Unis. Et quand la Chine va redémarrer à fond, leur marché intérieur va pas redémarrer à toute vitesse. Et nous avons ouais, mais tu sais, on va avoir une vraie crise, quoi. Ouais, mais tu sais, Philippe, il y a aussi les gens qui vont vouloir absolument sortir, tu vois. Oui, ils vont aller au restaurant. Ils vont voir leur famille, ils vont voir leurs amis, ils vont fêter le moment où ça va être terminé. Mais c'est pas évident qu'ils aillent demain se précipiter dans un magasin pour acheter autre chose que de l'immobilier, pour acheter autre chose que de l'alimentaire ou de la consommation de restauration, des choses comme ça, quoi. J'ai compris. Alors, je te pose la dernière question que je voulais te poser. Vous êtes un peu comme moi hyperactif. Comment se passe votre confinement? Comment vous faites?
Ben moi, je suis au bureau, là, donc tout va bien. Je suis tout seul dans mes bureaux. Et en fait, tout le monde, il y a beaucoup de gens chez nous qui travaillent de chez eux. On fait des Skype, on fait des conf calls. Et puis, mis à part avoir rangé mes placards pendant tout le week-end, je suis venu ce matin au bureau normalement. Ok, parfait. Merci Philippe en tout cas. Je vais appeler Hervé Coragnan, tu sais, le directeur du développement de Franprix. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps. À bientôt et bon courage à tous. Juste un petit détail il y a beaucoup de gens qui font des blagues sur le chat, donc je vais être assez clair parce que ça s'appelle du respect. Ceux qui font des blagues, en fait, je vais vous exclure immédiatement du groupe. On est là pour essayer de se poser des questions, d'avancer. Pour les blagues, je pense qu'on a tous des groupes WhatsApp avec des amis et c'est pas trop l'endroit. Donc, à l'avenir, tous ceux que je vois faire une blague sur le chat, je les exclus de cette conférence. Il y a des gens qui se bagarrent. Je reçois des centaines de messages depuis tout à l'heure de gens qui me disent « Je veux rentrer dans cette conférence, s'il te plaît David, je veux rentrer dans cette conférence. » Il y avait 2200 inscrits. Vous êtes que 1020. Donc, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, soit vous arrêtez vos blagues, soit je vous exclus du groupe. Voilà. Mais je vous aime tous, hein, il n'y a pas de, mais je vous demande juste un peu de respect. Alors, Hervé Coragnan, on va l'appeler. Voilà. Attends, faut que tu coupes le son de ta... Hervé, s'il te plaît. Hervé, coupe le son de ton ordinateur. D'accord? Baisse le son de ton ordinateur, sinon ça fait un écho. Ah bon, bah pourquoi on entend l'écho alors? C'est un autre invité pour l'instant parce que Hervé, il a des problèmes techniques. On va appeler Six Double Plan qui va nous expliquer un peu la situation. Ah, attendez, avant Six, on va appeler Maurice Bancé. Est-ce que tout le monde sait qui est Maurice Bancé? Maurice Bancé, c'est le fondateur d'un groupe immobilier. D'ailleurs, Lior, si je peux me permettre, est-ce que tu peux m'envoyer le numéro de ton directeur général pour qu'on puisse l'appeler en FaceTime parce que j'ai pas son numéro, j'ai ton numéro à toi, mais pas le tien. Alors, Maurice Bancé, on appelle Maurice Bancé. Donc, le fondateur, Maurice Bancé, c'est le fondateur de Groupe Apsis. Entre autres, pour ceux qui ne connaissent pas, Maurice Bancé. Ton directeur général pour qu'on puisse l'appeler en FaceTime parce que j'ai pas son numéro, j'ai ton numéro à toi. Allô? Maurice? Oui. Alors, il faut que tu coupes le son du micro de l'ordinateur. C'est fait. Voilà. Alors, Maurice, pour ceux qui ne connaissent pas, Maurice, c'est le fondateur du groupe Apsis, très présent en Pologne et aussi en France. Et alors, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, tout le monde connaît le centre commercial Beaugrenelle avec ses associés, là, 2 associés. Donc, on gardera peut-être les noms. 3 associés. Voilà. Et Maurice Bancé va nous faire le plaisir de nous rejoindre. D'ailleurs, je voulais juste préciser quelque chose. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai appelé toutes ces personnes qui sont quand même très importantes, très influentes et qui n'ont pas beaucoup de temps. Et dès que je les ai appelées, je leur ai dit, écoutez, on va faire un webinar. Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, écoutez, c'est une conférence. Il m'a dit, oui, tout de suite. Et je voulais remercier
Maurice Bancé, déjà, pour cet accord et cette facilité tout de suite. Alors, on va poser les questions, Maurice. La première question, vous êtes un optimiste né, et pourtant aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions, parce qu'on a eu le temps d'échanger un peu tous les deux. Est-ce que selon vous, donc l'immobilier continuera à être une valeur refuge? Est-ce qu'on va continuer à être dans des immeubles, comme disait votre cher ami Philippe Journoud? Oui, d'abord, bonjour à tous. Moi, je voudrais commencer mon intervention par avoir une petite pensée pour tous nos compatriotes qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, quelquefois, avec notamment un certain nombre de décès. Je voudrais chaleureusement remercier tout le personnel de santé qui a fait la preuve qu'en France, nous avons la chance d'avoir, contrairement peut-être à d'autres pays, un fonctionnement de santé tout à fait exceptionnel et qu'ils ont vraiment besoin d'un soutien financier. Et je voudrais également adresser un message de solidarité à tous mes partenaires, mes clients, qui sont dans la difficulté après les gilets jaunes, après les grèves. Nous n'avions pas besoin tous ensemble de ce problème de corona. Mais comme je suis un optimiste, comme vous disiez, David, je pense qu'on va s'en sortir et je pense que les choses vont aller en s'améliorant. Peut-être juste pour répondre à votre question sur l'immobilier. L'immobilier, je pense pas qu'il y ait ni de problème ni de bulle. On a parlé de bulle. Je pense qu'il n'y a pas de bulle dans l'immobilier parce qu'il correspond à un besoin, que ce besoin, il est pas encore assouvi dans un certain nombre de secteurs, que en matière d'immobilier commercial que je connais plus particulièrement, je peux dire qu'il n'y a pas de bulle parce que nous sommes challengés depuis de nombreuses années par nos clients sur les valeurs locatives et sur les charges pour être le plus performant possible par rapport à des réalités de chiffre d'affaires. Il est possible que, comme nous sommes dans une crise inédite, sans précédent, sans aucun benchmark, personne ne peut prévoir aujourd'hui l'avenir. Il est possible que Philippe pense que le redémarrage va être plus long. Moi, je pense peut-être qu'on peut assister à quelque chose de tout à fait positif, que le confinement auquel nous sommes tous contraints aujourd'hui nous montre ô combien le commerce physique est essentiel et déterminant dans notre vie du quotidien, que nous avons besoin de contacts, de relations. La preuve, le succès de ta conférence, même si elle est sur le net, mais nous avons besoin de nous parler, de nous rencontrer, et je pense que, en tout cas, j'espère que les consommateurs, après cette période de confinement, vont vite retrouver le goût et le plaisir de nos centres commerciaux et que nous allons avoir peut-être un regain de consommation d'ici la fin de l'année. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Votre slogan, c'est faire vibrer la ville. Comment garder cet objectif et adapter cela au visage de demain? Bah écoutez, l'immobilier. Alors attendez, je vous coupe 2 secondes parce que vous avez des fans. Hein. Tout le monde dit bravo. Ça change de je suis au bureau, tout va bien. La question qui demeure à plus long terme, c'est l'impact durable. Bravo Maurice, très belle introduction. C'est bien de replacer l'humain en plein milieu de cette crise. Chloé Berda vous dit vous avez 1000 fois raison. L'homme est un animal social, Aristote. La bienveillance et l'humanisme seront plus forts que le corona. Nous sommes optimistes. Regain de consommation. Bravo Maurice, bravo. Bon, bah, voilà. Donc, je vous repose ma question, pardon, mais c'était important de vous féliciter parce que tout le monde vous félicite. Alors, votre slogan, c'est faire vibrer la ville. Comment garder cet objectif et adapter cela au visage de demain? Alors, je pense que c'est une ambition qui est d'autant plus d'actualité que plus que jamais, faire vibrer la ville, c'est créer des lieux de vie, de sociabilité, c'est créer de la qualité de vie, du lien au sens social et relationnel. C'est des lieux qui génèrent du dynamisme économique, c'est des lieux qui redessinent la ville et qui développent les territoires. C'est des lieux qui prennent à bras le corps aussi l'enjeu fondamental, si vous voulez, du développement durable et de la préservation de la planète. Et notre action chez Apsys, depuis de nombreuses années, à l'instar des projets que nous développons, c'est de recréer ces projets de mix-use dans la ville et de recréer des lieux extrêmement qualitatifs, extrêmement vibrants. Et c'est pour ça que plus que jamais, dans la période actuelle, je pense que notre stratégie est la bonne. Ok. Vous êtes aussi représenté et exposé en Pologne. Comment se passe la situation actuelle là-bas?
Mais en Pologne, la situation est semblable et très différente en même temps. Elle est semblable au sens où les autorités polonaises ont décidé la fermeture de tous les centres commerciaux, de tous les commerces, à l'exception de quelques commerces de nécessité comme l'alimentaire ou la santé, à l'instar de ce que nous faisons en France. La grande différence entre la France et la Pologne, c'est qu'en France, nous avons un gouvernement mature, avec un amortisseur social extrêmement développé et qu'immédiatement le gouvernement a pris des dispositions en matière de chômage technique, en matière d'aide aux entreprises, etc. Ce n'est absolument pas le cas en Pologne. En Pologne, nous avons fermé nos centres commerciaux. J'ai 280 collaborateurs en Pologne qui font du télétravail et qui ne bénéficient d'aucune assistance. Et donc, bien évidemment, l'Apsis et ses actionnaires vont faire face à cette situation dans le cadre d'une évidente solidarité pour pouvoir surmonter cette crise. Il n'y a aucune assistance de la part de l'État polonais au niveau des entreprises privées. Ok. Aujourd'hui, tous vos centres sont fermés. Oui. Est-ce que vous vous sentez impuissant? Alors, je me sens, écoutez, je crois d'abord vous dire que j'ai jamais autant travaillé que ces derniers jours, depuis que je suis confiné. Je suis en permanence avec mes collaborateurs et je voudrais d'ailleurs les remercier, les féliciter pour leur mobilisation sans précédent dans la période très difficile que nous traversons tous. On travaille beaucoup, on essaie de trouver des solutions parce que nous sommes une entreprise privée, une entreprise familiale et que bien évidemment, on a nos propres contraintes comme toute entreprise privée. Alors, on fera preuve de solidarité avec nos clients. C'est évident que lorsque nos clients, après avoir passé toutes les difficultés qu'ils ont passées et qui ne peuvent même pas accéder à leur commerce, leur exiger aujourd'hui des loyers serait totalement indécent. Mais en même temps, et en liaison avec le CNCC, on travaille auprès des autorités, auprès du gouvernement pour voir dans quelle mesure on pourrait imaginer des solutions intelligentes qui permettraient à tout le monde de sortir par le haut. Je m'explique. En matière d'inondation, il y a eu des catastrophes naturelles, il y a eu un décret du gouvernement qui l'a décidé, et puis il y a eu un fonds de solidarité des assurances. Est-ce que la bonne idée ne serait pas d'obtenir de la part de nos instances gouvernementales, et là, tous nos intérêts sont liés, de décréter une catastrophe naturelle? Nous avons tous des contrats d'assurance qui prévoient cette clause. Malheureusement, en l'état actuel de la rédaction de cette clause, elle n'est pas applicable parce que la catastrophe naturelle prévoyait la mise en jeu de la perte d'exploitation qu'à la condition que les biens concernés par l'assurance aient subi des dommages, ce qui n'est pas le cas. On est bien dans une catastrophe naturelle mondiale, mais nos biens n'ont pas subi de dommages. Enfin, on a quand même des biens immatériels qui ont subi un dommage, hein. Non, alors sur le plan immatériel, bien évidemment, mais pour que l'immatériel puisse être mis en œuvre, il faut que le matériel soit dommagé. Et c'est pas le cas. Et donc, si vous voulez, la bonne question qu'il faut qu'on se pose tous, dans un alignement total d'intérêts, il n'y a pas de divergence d'intérêts entre nos clients et les bailleurs. Et le CNCC travaille également dans ce sens. Et je suis sûr que toutes les représentations de commerçants, et je pense à bien évidemment au Procos en particulier, doivent réfléchir de la même manière. Comment on sort de cette difficulté dans la solidarité, dans une certaine éthique, dans une façon élégante et cohérente de sortir par l'eau. De toute façon, on aura... Il y a une piste à creuser. Cette piste, c'est d'obliger le gouvernement à décréter la catastrophe naturelle, d'agir sur le fonds de solidarité des assurances, qui va se financer non pas au détriment du bilan des assurances, parce qu'il n'est pas question de mettre le monde des assurances par terre, ça n'a pas de sens et ça aurait un effet domino absolument catastrophique. Par contre, je pense que ce fonds de solidarité, il se finance par des surprimes qui seront étalées sur plusieurs années. Et je crois que si on faisait un sondage auprès de tout le monde, on n'en a rien à faire de payer des surprimes si tout le monde était indemnisé, ce qui nous permettrait nous aussi d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus décontractés par rapport à la problématique générale que pose le D'ailleurs, il y a Emmanuel Leroc qui vient de vous écrire un message en disant oui Maurice, attendez, parce que il y a eu beaucoup de messages entre temps. Oui Maurice Bancé, il faut trouver une solution pour impliquer les assureurs. Emmanuel Leroc du Procos.
Exactement. Alors, je peux vous dire, et je dois rendre un hommage particulier au CNCC qui se mobilise tous les jours, et je les ai au téléphone régulièrement, les dirigeants, le délégué général, etc., que ce soit Jacques ou que ce soit Gontran, ils se mobilisent et on travaille pour essayer d'aller dans ce sens-là, parce que ça, c'est intelligent, c'est cohérent, c'est éthique par rapport à tout le monde, et je crois que ça permettra véritablement à tout le monde d'être beaucoup plus décontracté, parce que il n'est pas question de faire de la démagogie en la matière, et en même temps de pas prendre en considération la problématique réelle de nos commerçants qui sont dans une situation, qui était déjà dans une situation très difficile au regard des événements précédents, et je n'ose espérer, je veux dire, il faut être très 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 courageux aujourd'hui pour être un entrepreneur, et notamment dans le commerce physique. Alors, je sais pour les pratiquer depuis plus de 30 ans que c'est une force extraordinaire. Les commerçants sont des gens exceptionnels parce qu'ils ont une capacité permanente à se remettre en cause. Et je suis sûr que main dans la main, de façon solidaire et de façon partenariale, on sera capable de surmonter ensemble cette crise et de faire en sorte que notre industrie des centres commerciaux, qui a connu des décennies fantastiques, continuera à se développer, continuera à croître, et qu'on va faire barrage aux oiseaux de mauvais augure qui nous prévoient à tous les pires difficultés dans les prochaines années. Voilà, ça c'est le message d'optimisme que je voulais vraiment faire passer aujourd'hui, dans une situation où on se sent effectivement un peu seul, un peu impuissant, un peu en difficulté parce qu'on n'a pas de repères, mais je suis sûr que grâce à votre initiative entre autres, et merci David pour cette formidable initiative, le fait de se parler, le fait de communiquer, le fait de négocier ensemble, de trouver des solutions ensemble, les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres, on sera capable de trouver des solutions à cette crise sans précédent. Bon, en tout cas, il n'y a que des bravos, il n'y a que des discours pertinents. Je suis complètement d'accord avec vous. Très bien, très belle intervention. Bravo, bravo, bravo. Bon, bah, bravo, 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 bravo pour ce discours. On en est tous un. Bravo. Vous êtes un patron. Ensemble, nous serons plus forts. Bravo, monsieur. Monsieur, vous êtes un président. Bah voilà. Ce sont les commerçants, artisans, entrepreneurs qui vont. Bravo, bravo, monsieur Mancé, tout à fait d'accord. Bon, bravo. Bon, ouais, ça s'arrête pas. Regardez le téléphone. Regardez. Bravo, bravo. Ça s'est pas arrêté. Ouais, tant mieux si c'est. Bon, et ben en tout cas, dis donc. Et ben j'aurais pas pensé. Ça s'arrête pas. Formidable, bravo. Bon, Maurice, merci. Moi, si je devais voter, j'aurais voté pour vous. Là, vous voyez, si vous vous présentiez pour les élections, j'aurais voté parce que je pense que, avant tout, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que on ait une solidarité collective. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les bailleurs contre les assureurs contre les banques contre l'État, les locataires. En fait, le problème, c'est que si on n'est pas tous main dans la main, on va tous s'écrouler. C'est exactement ça. Il y aura pas un. En fait, faut pas essayer de sortir son épingle du jeu, faut qu'on sorte tous notre épingle du jeu. La main dans la main, tous ensemble. Bravo, allez, David. Merci beaucoup. On va passer à un autre appel. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci encore. Bon, les amis, c'est un peu stressant parce que vous êtes quand même beaucoup à nous suivre et franchement, je vous avoue que je m'attendais pas à autant de monde, je m'attendais pas à autant de succès et je m'attendais pas à être être là avec tous les gens je suis très ému. On va continuer. Alors on va appeler. Alors attendez, on était sur qui? On va appeler. On va appeler un type qui a 180 boutiques aujourd'hui, 180 points de vente qui sont fermés. J'ai eu une discussion hier avec lui et j'ai dit attends, mais il faut que tu interviennes parce qu'on a besoin de parler avec des locataires, parce que c'est bien beau de parler avec des bailleurs, c'est bien beau de parler avec des banquiers, c'est bien beau de parler avec des économistes visionnaires, mais c'est bien beau aussi. Moi, j'aimerais bien parler avec une enseigne. Faudrait quand même qu'il puisse décrocher. Ah bah voilà, il décroche. Ah. Alors en plus, on a de la chance. Il est beau gosse. Alors, je vous présente à tous. Ario Benayoun, si vous avez suivi mes vidéos, Ario Benayoun, c'est le fondateur, c'est le président de Tara Jarmon, c'est le président de Zappa, de Dualist et de
plein d'autres marques comme ça. Aujourd'hui, Harry, alors je vais commencer à te poser tes questions d'abord et après on va te laisser parler. Donc Harry a 180 points de vente. Et je pense que c'est important de parler à quelqu'un qui aujourd'hui a fermé 180 points de vente du jour au lendemain. Comment s'est passée votre première semaine en fait? Vous avez fermé toutes vos boutiques. Comment vous vous êtes organisé, Harry? Bonjour à tous. J'espère déjà que vous allez tous bien et que vos proches vont bien. Et pour revenir sur ce que disait Maurice Bancé, c'est vrai que au-delà de la crise économique, on vit une véritable crise sanitaire et malheureusement, comme nous sommes pris au quotidien par nos entreprises, on n'y pense plus, mais on est face à une vraie crise sanitaire. Et je pense que demain, on aura une crise qui sera aggravée par une crise psychologique. Donc c'est vrai que même si l'économique est important et on est là pour en parler, n'oublions pas aussi les autres facteurs à gérer au quotidien, que ce soit pour nous ou nos familles. Donc concernant Zappa et Tara Jarmon, c'est vrai que du jour au lendemain, on a été confronté à cette fermeture qui a été décrétée par le gouvernement. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, ça fait tout bizarre parce que vous devez organiser le quotidien de 180 points de vente. Vous devez gérer l'aspect psychologique et l'aspect logistique de la fermeture, que ce soit au niveau du personnel, mais après au niveau du quotidien des magasins. Mais donc du jour au lendemain, Harry, vous avez fermé 180 points de vente. Du jour au lendemain, on a fermé 180 points de vente. Et vous dites quoi à vos employés là? Allô, bon bah vous rentrez chez vous, chômage partiel et c'est comme ça? Alors en fait, on a eu, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des collaborateurs qui ont été très mobilisés, très solidaires. Donc on a un directeur de réseau avec des directeurs régionaux qui ont organisé les fermetures. On a fait en sorte de préserver tout le monde immédiatement. Et on a pu fermer l'ensemble des points de vente avec l'organisation complète. Mais donc en fait, du jour au lendemain, vous avez votre chiffre d'affaires qui a fait boum. C'est exactement le bon terme, boum. Du jour au lendemain, on a plus de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, ça fait bizarre la première fois où on reçoit le matin le chiffre d'affaires des 180 points de vente, on se retrouve à zéro sur chaque point de vente. Ouais, vous le dites avec sourire, mais c'est plus un rire stressé que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on prenne tous du recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que on a tous des proches, directement ou indirectement, qui vont être touchés. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne du recul. Il faut effectivement, comme disait Maurice Bancé ou les autres interlocuteurs, il faut qu'il y ait une vraie preuve de solidarité aujourd'hui entre nous. Et je trouve qu'il y a un véritable élan, que ce soit au niveau humain, au niveau professionnel, il y a un véritable élan et je pense que tout le monde est aujourd'hui conscient de la situation et tout le monde est là pour préserver les intérêts de chacun. Alors Harry, parce que c'est la troisième question, c'est la troisième fois qu'on pose cette question dans le groupe, là je la lis, donc je vais vous la poser. Et le e-commerce alors? Le e-commerce, très concrètement, la priorité des Français aujourd'hui, je pense qu'on est tous des acteurs économiques aujourd'hui. La priorité des Français aujourd'hui, c'est pas de consommer du prêt-à-porter. Donc aujourd'hui, très concrètement, le chiffre d'affaires s'est érodé fortement, que ce soit sur nos sites ou les sites de nos confrères ou même des sites plus dynamiques comme Viti ou comme Showroom privé. Donc ce sont des chiffres qui ont baissé fortement. Après, vous avez toute une partie logistique qui est dans la contrainte, c'est-à-dire que vous avez une problématique logistique au niveau des transporteurs aujourd'hui qui est hypothéquée. Vendredi matin, par exemple, on a appris que TNT ne livrait plus. Vous avez forcément tous les dispositifs relais colis qui sont arrêtés. Et puis après, vous avez des entrepôts logistiques. Vous en avez certains qui sont fermés et d'autres qui tournent aujourd'hui à très faible régime. Donc, alors, Harry, pardon, je vous coupe parce que il faut que je puisse faire intervenir tout le monde. Comment vous faites aujourd'hui? Parce qu'il y avait, vous savez, on a préparé un peu les questions sur Internet. Il y en a un qui a écrit Allons enfants de la patrie. Alors, on a eu des questions avant sur LinkedIn et il y a Guy Tétrel, le directeur du développement de Promo Vacances, qui avait écrit un message et qui avait dit « Comment est-il possible de reporter et non d'annuler un loyer alors que je n'ai même pas la jouissance d'un bien ?» Alors, au-delà de l'aspect purement juridique,
des baux, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie discussion autour de l'aspect juridique. Maurice Bancet parlait tout à l'heure des assurances, etc. Mais de manière très concrète, aujourd'hui, nos magasins sont fermés, donc ça c'est un état de fait. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nos bailleurs, leur seul souci, c'est que l'on puisse aujourd'hui payer les loyers, pas d'aujourd'hui, mais les loyers de demain. Donc il faut qu'ils soient extrêmement solidaires, comme l'a été Philippe Journeau. Donc je salue Philippe Journeau parce que… Donc tu passes un message au bailleur là? Pardon? Tu es en train de passer un message au bailleur? Non, moi je suis en train d'essayer de passer un message pragmatique. Aujourd'hui, pour être très concret, aujourd'hui les locataires, les enseignes n'ont plus d'entrée d'argent. Donc il faut que les bailleurs, leur souci aujourd'hui, c'est de sécuriser, de pérenniser le contrat de bail qui nous lie. Le seul moyen aujourd'hui de le faire, c'est effectivement, à leur niveau, de reporter leurs échéances de prêt, ce que l'on a tous fait chacun à notre niveau, de reporter, de suspendre leurs échéances de prêt pour pouvoir nous accompagner dans cette période qui est une période compliquée. Et c'est le seul moyen aujourd'hui que l'on puisse tous sortir par le haut. Parce que aujourd'hui, si les locataires, si les enseignants ont des difficultés, de toutes les manières, par ricochet, les bailleurs auront des difficultés. Donc je pense que, comme l'a fait Philippe Journeau, il a anticipé, et je le félicite parce qu'il n'a pas attendu, il a anticipé, et c'est une position que l'ensemble des bailleurs devraient prendre, en plus des dispositions qu'ils ont eues au niveau des banques pour suspendre leurs échéances de prêt. Mais je pense pas qu'il faille plus intellectualiser que ça. Il faut impérativement être dans l'action aujourd'hui. Je comprends. Une dernière question, Arié. Comment, d'ailleurs, elle était préparée, mais je vois aussi quelqu'un qui s'appelle Anthony Korn qui la pose. Comment vous faites avec vos stocks? Comme vous pouvez l'imaginer, nos stocks sont dans nos magasins, dans nos entrepôts. Donc, on va avoir effectivement une réelle difficulté de les écouler au moment de la reprise. Quand est-ce qu'on va reprendre, on ne sait pas. Donc là, la collection hiver, la collection été, la collection… C'est un beau métier, le prêt-à-porter. Ah, ouais, c'est ça. Finalement, je me demande si vous n'êtes pas mieux loti dans l'immobilier parce que vous avez un stock qui ne dépérit pas. Bah écoutez, on recrute dans l'immobilier. Hein. Allez, merci Arié en tout cas. Prenez plus soin de vous parce qu'à la fin, c'est quand même le plus important. Et le reste, on trouvera des solutions tous ensemble. Voilà, et achetez chez Zappa. Oui. Alors, que tu saches, tu as eu comme phrase, tu as eu très beau discours. Il faut qu'on soit d'accord. Comment envisagez-vous demain la réouverture? Ah, c'est une bonne question ça. Comment envisagez-vous, et après on finit sur ça, comment envisagez-vous demain la réouverture de vos points de vente? Alors déjà, quand? Je ne sais pas, puisque je pense que ça va être une période un peu plus longue qu'on imagine, en tout cas qu'on nous l'a annoncé, et ce qui est normal, puisqu'on est vraiment face à un problème sanitaire. Et deux, effectivement, si on fait le parallèle avec la Chine, aujourd'hui on se rend compte que ça prend du temps de redémarrer un business physique. Donc moi je suis plutôt optimiste sur la deuxième partie de l'année, donc à partir du mois de septembre, je suis plutôt optimiste, mais je pense effectivement qu'il va y avoir une problématique sur les prochains mois de redémarrage. Ok, merci Arié. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo pour ton initiative. Ah, merci. Alors, je reçois depuis tout à l'heure plein d'SMS, de WhatsApp de mes amis qui me disent pourquoi tu te ranges les ongles. Je me range les ongles parce que je suis un peu stressé pour être franc avec vous. Et en plus, on est en télétravail. Tiens, tu veux dire bonjour à tout le monde? Jess, tu veux dire bonjour à tout le monde? Oui. Voilà, je sais que c'était important pour toi depuis tout à l'heure, tu fais le tour. Voilà, je vous présente mon fils. Il attendait que ça, de dire bonjour à tout le monde. Donc, dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, allez. Tu me laisses maintenant? Parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Alors, allez, Paris, ils ont dit, Jess. À Mbappé. Alors, donc. Ouais, c'est vrai que c'est le plus important pour moi. Et c'est ce que tous les discours qui sortent depuis tout à l'heure, c'est vraiment quand même la solidarité, la famille, la santé. Après le business, bah disons qu'on va continuer à en faire, quoi. Oh là là, il y a beaucoup de messages. Je pensais pas que mon fils allait. Alors, on continue. Eh ben, on va appeler André Jacquin. Pour ceux, alors qui ne connaît pas André Jacquin, pour ceux qui ne connaissent pas André Jacquin, c'est, on peut comparer André Jacquin à Pythagore. Voilà, si vous souhaitiez avoir le théorème de Pythagore. Ah, quand vient Pauline Duval? Eh ben tiens, quand vient Pauline Duval? Eh ben on va appeler Pauline Duval d'abord. Voilà.
Alors, Pauline Duval d'abord. Qui êtes-vous, Caroline Dubois, d'ailleurs, pour savoir que Pauline Duval arrive? Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en direct? Vous aviez regardé un peu l'émission avant ou pas? Oui, un petit peu. Bon. Alors, il faut que je retourne sur les questions de Pauline Duval. Suite à la situation... Alors déjà, la première question, est-ce que l'immobilier, pour vous, va continuer à être une valeur refuge? Alors oui, je pense que ça va continuer à être une valeur refuge. Après, à quel prix l'avenir nous le dira. Mais c'est sûr que, alors il y a plusieurs types d'immobilier. Après, hein, il y a le résidentiel, le commercial, les bureaux. Ça dépend où est-ce qu'on se met. Comme disait, je sais plus qui tout à l'heure, où est-ce que vous êtes tous? Vous êtes dans vos appartements, donc c'est sûr que ça restera une valeur refuge. Après, je pense que tout le monde a du mal aujourd'hui à cause du coronavirus, mais il faut être effectivement solidaire. Nous, on est un groupe familial et donc on a autant, donc on est bailleur, on est locataire aussi parce qu'on a des golfs, on a des résidences de tourisme, des résidences étudiantes, des résidences seniors. On a pas mal de résidences du coup qui ont fermé. Les golfs, tous les golfs ont fermé. On est aussi commerçant parce que on a des poissonneries. Donc on est dans l'alimentaire. On est un groupe assez diversifié. Et on a 4000 collaborateurs aussi à gérer. Donc j'ai entendu. D'ailleurs, je peux me permettre de vous couper? Vous venez de dire 4000 collaborateurs. On parlait de Arié qui a 180 points de vente. Comment du jour au lendemain, le jour où Emmanuel Macron, notre président, a dit demain vous arrêtez de bosser, mais votre téléphone, vos DRH, il a dû exploser votre téléphone. Non mais comment vous gérez ça en fait? Parce que tout le monde vient vous voir. Bonjour Pauline, faut nous sortir de là parce que vous êtes avec votre papa le patron du navire. Mais vous, derrière, l'État, il n'a pas vraiment de réponse. Là, je fais un petit aparté, mais l'État avait dit, vous, à partir de maintenant, Macron a dit une très belle phrase, arrêtez de payer vos loyers. Sauf qu'on vient de se rendre compte que c'est pas arrêter de payer vos loyers, c'est arrêter de payer vos loyers. Si vous faites moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, si vous êtes moins de 10 personnes, si vous êtes une TPE, donc, le problème, c'est que, et je pense qu'il va falloir qu'il fasse très attention, Emmanuel Macron, sur ces sujets-là, faut pas lancer des sujets comme ça en plein milieu en disant à tout le monde, vous inquiétez pas, l'État est là, et que quand derrière, dans les faits, il faut que derrière, il puisse suivre ce qu'il dit, quoi. Oui. Alors, en fait, donc, comment vous avez fait avec les 4000 employés, ouais? Voilà. Notre priorité, ça a été quand même de gérer nos employés, nos salariés, de les rassurer, d'être toujours en lien avec eux et de gérer la situation vis-à-vis d'eux. Et sachant qu'en plus de ça, ce qui a été finalement assez compliqué pour nous, c'était de gérer la diversité de population qu'on peut avoir dans nos salariés, avec la diversité de métiers qu'on a, et donc chaque cas à gérer différemment. Donc ça, c'était notre priorité, c'est ce à quoi je me suis beaucoup attachée la semaine dernière. Après, donc ça veut dire aussi mettre en place du chômage partiel pour certains de nos salariés, sachant qu'en plus de ça, l'État n'a toujours pas sorti le décret sur le. C'est fou ça. Qui devait sortir la semaine dernière. Donc nous sommes en attente de ce décret. Donc en fait, vous avez vos DRH aujourd'hui. Ils disent quoi? Ils peuvent rien faire en fait. On est en attente. Donc en fait, on est tous en train d'essayer de pédaler, mais avec un vélo qui n'a pas de rail, quoi. On pédale dans le vide. Exactement, pour l'instant. Enfin, en tout cas, on navigue à vue. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le décret peut sortir. Les décrets sortent, d'ailleurs, petit à petit. Et on navigue à vue. Et en fonction de ça, on s'adapte au jour le jour, heure après heure. C'est incroyable, incroyable. Ok. Après, j'ai vu pas mal de questions sur finalement nos locataires, qu'est-ce qu'on fait pour eux. Alors moi j'ai pas. Alors Pauline, je les ai vus. Je me suis pas permis de la poser. Ah, mais tu veux que j'y réponde ou pas? Attendez, je suis pas journaliste. Moi, vous faites ce que vous voulez. Vous avez envie d'en parler, vous en parlez. Vous avez pas envie d'en parler. J'ai pas de sujet là-dessus. J'ai pas de problème à y répondre. Il faut savoir qu'on est une entreprise familiale.
et que pour beaucoup d'entreprises, il faut faire attention, il faut vraiment être solidaire. Quand on dit on arrête de payer les loyers, derrière, il faut savoir qui est-ce qu'il y a derrière. Il y a des bailleurs. Donc oui, il y a des gros institutionnels, mais il y a aussi des boîtes familiales comme la mienne, ou des boîtes qui sont encore plus petites, voire même des SCI familiales. Donc il faut faire attention. Nous, avant de dire quoi que ce soit à nos collaborateurs, à nos locataires, pardon, on a voulu s'assurer auprès de nos banquiers que c'était possible, que c'était faisable. Donc on attend. On a travaillé la semaine dernière aussi avec toutes mes équipes trésorerie, financement, etc. On a appelé chacune de nos banques, et sachant qu'on a 70 partenaires bancaires, dont la BPE. Et d'ailleurs, je tiens à le dire aujourd'hui, Jean-Marc Ribes et la BPE est un vrai partenaire pour nous, et ce qu'il disait est totalement juste. Donc, je tiens à le remercier encore parce que son accompagnement est réel. Et heureusement, nous avons pas mal d'autres partenaires bancaires de ce type qui nous accompagnent, et ce qui nous permet effectivement de pouvoir donner ou en tout cas faire des franchises temporaires de loyer pour nos commerçants qui sont fermés. Donc voilà pour répondre à cette question. Je mets un petit pouce en l'air. Alors, il reste une dernière question, après je vous libère, parce que tout le monde est en train de me la poser depuis tout à l'heure. Alors déjà, il y a des gens qui viennent de dire vous avez des propos pleins de sagesse, Pauline, bravo. Et alors, est-il possible toujours de développer des périodes où nous sommes quel est l'impact sur... Alors voilà, bon, tout le monde me pose cette question. Quel est l'impact sur vos projets de promotion? Alors effectivement, on a des arrêts de chantier. C'est à l'arrêt, mais je pense comme finalement beaucoup de secteurs sont à l'arrêt. Si j'étais dans un monde magique, finalement, j'aimerais bien mettre pause à la limite sur tout, et puis pendant 6 mois, et qu'on recommence dans 6 mois comme si rien ne s'était passé. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je me demande si ça serait pas la solution la plus simple. Non, mais je parle pour tout le monde. Je parle l'État, les banques, les assureurs, les bailleurs. Je suis d'accord, mais alors faut faire attention aussi à la trésorerie des entreprises, parce qu'en mettant aussi tout sur pause, faut quand même payer les salariés. Faut payer des petits prestataires qui auraient pu faire leur travail. Faut pas les oublier. Donc oui, moi j'aimerais dans un monde magique pouvoir mettre pause sur tout, mais malheureusement c'est pas possible. Donc faut juste faire attention à ça, et c'est pour ça que la solidarité dans ces moments-là est vraiment importante. Alors il y a je finis là-dessus, et c'est super ce que vient de dire Jordan Siid. Il a dit c'est un impact à court terme, et sur le long terme, on a moins de visibilité, mais il y aura les JO 2024 et le Grand Paris qui va rassurer les constructeurs. Bon, merci Pauline. Et à tout le monde, je voulais juste vous dire que cette fille est incroyable. Parce merci que à vous, et prenez non, je sais que t'aimes pas les compliments. 2 secondes, je sais que t'aimes pas les compliments. Juste, je voulais le dire auprès de tout le monde, cette fille est incroyable. Parce que cette fille m'a beaucoup aidé. Cette fille m'a beaucoup apporté. C'est grâce à elle qu'on a eu Jacques Attali. Parce que je suis en train de parler avec elle, et je lui ai dit on aimerait bien avoir un économiste. Elle m'a dit tu veux Jacques Attali? Je lui ai dit ouais, mais Jacques Attali il s'en fout de nous. Elle me dit non, Jacques Attali je vais l'appeler, il s'en foutra pas de nous. Voilà. Donc je vous remercie du fond du cœur, Pauline. Je voulais le dire devant tout le monde, et je voulais vous dire que on vous aime tous très fort. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit une phrase, qui a dit vous êtes bienveillante, bravo. Ah voilà. Propos plein de sagesse de Pauline, de Stéphane Glabé. Voilà. Remerciez Stéphane Glabé alors. Allez, au revoir Pauline, merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Bon, les amis, on continue. Ça va être difficile de tenir les délais. Impossible de vivre dans un monde sans argent. Bravo Pauline, de mettre les mains dans tout ça. Bravo Pauline, bravo Pauline. Ouais, franchement, je vous le dis, c'est une fille vraiment exceptionnelle. Et oui, on remercie son papa, mais moi, malheureusement, je le connais pas assez bien. Alors, on va appeler, il nous reste encore quelques personnes à appeler. Il nous reste à appeler Hervé Coragnan. Il nous reste à appeler André Jacquin. Il nous reste à appeler le patron de Babylone, le directeur général de Babylone, pour parler du bureau, d'ailleurs, parce que c'est pas rien, le bureau. Il n'y a pas que le commerce dans l'immobilier entreprise. Il y a aussi EOL. Bon, on va voir si on peut appeler tout le monde, parce que malheureusement, je veux pas vous tenir toute la journée. Alors, allez, on est parti pour Coragnan déjà. Parce
que depuis tout à l'heure, on a dit qu'on l'appellerait. Pas de problème pour le timing. Pas de problème pour le timing. Ouais, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon vous allez vous enlacer. Hervé. Ça va? Ça fonctionne? Ouais. Bon, c'est pas évident, mais bon. Ok, on te voit pas très bien, mais c'est pas grave, on t'entend. Là, tu me vois, là? Ouais, on te voit, mais le réseau, il n'est pas exceptionnel chez toi. Alors, c'est pas grave. Parlera-t-on des petits commerçants? On a. Là, tu me vois mieux, là, je pense. C'est très drôle parce que j'ai dit, on va quand même pas passer la journée sur ce webinaire. Il y a un type qui m'a répondu, de toute façon, David, on a que ça à faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai dit, bon, je vais pas vous prendre toute la journée avec ce webinaire. Et il m'a dit, de toute façon, David, on a que ça à faire. Oui, c'est vrai qu'on a quelques jours. On a du temps. J'avais rien à faire de mes journées. Ok. Alors, Hervé Coragnan, qui est le directeur du développement de chez Franprix, va nous parler. Alors, Hervé, attends, je retourne sur tes questions que j'avais prévu de te poser. Alors, je voulais juste prévenir tout le monde. Je n'ai pas prévenu les gens des questions que j'allais leur poser. Donc, c'est pour ça que si vous les voyez un peu surpris, c'est parce que je leur ai pas prévenu des questions. Je voulais vraiment que ce soit spontané, sincère et pas réfléchi. Voilà. Vous êtes tous trop sympas dans vos messages. Alors, Hervé, les supermarchés aujourd'hui, donc vous êtes directeur du développement de Franprix, les supermarchés restent ouverts. Franprix est ouvert, d'ailleurs j'ai un Franprix en bas de chez moi. Comment se passe la gestion du personnel? Comment se passent les ravitaillements? Et surtout, comment vous avez géré les débuts parce que vous avez dû exploser en termes de chiffre d'affaires au tout début? Alors, déjà, avant de commencer, bon, je passe après pas mal de gens importants dans l'immobilier commercial, et je voudrais surtout, moi, de mon côté, remercier franchement le personnel. On a remercié beaucoup le personnel hospitalier pour leur bienveillance qu'ils font aujourd'hui au jour le jour pour ce putain de virus. Mais il y a le personnel aussi des supermarchés, que ce soit chez Franprix, chez Carrefour, etc., chez tout le monde. Les mecs se lèvent tous les matins, vont remplir les magasins, remplissent les caddies. Bon, on essaye de les protéger au maximum, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui des masques, ils ont du gel pour les mains, ils ont des gants. Mais vraiment, je voudrais les féliciter. C'est franchement, c'est ces gens-là qui nous payent tous les jours, parce que nous, les immobiliers dans l'alimentaire ont une fonction transverse. Mais c'est eux qui travaillent et qui sont là tous les jours. Donc, je voudrais vraiment remercier tous les employés des surfaces alimentaires. Voilà, ça c'est un point important. Donc, au niveau du personnel. D'ailleurs, j'en profite. Alors, c'est peut-être pas vous qui répondrez à cette question, mais il y aura des primes pour eux. Certainement, c'est effectivement pas moi qui répondrai à cette question, mais certainement, il y aura forcément des primes qui seront versées. Ça, c'est évident. Enfin, je l'espère. Alors, vous avez 900 points de vente en Ile-de-France. Ouais. Comment vous gérez 900 points de vente qui commencent à exploser? Parce que votre chiffre d'affaires a dû exploser, non? Alors, oui, entre guillemets, ça dépend des magasins. Il y a des magasins, bon, je parle pas forcément de Monoprix. Hervé, on est entre nous. Hervé, on est entre nous, là. Bien sûr, comme d'habitude, on est entre amis. Mon patron est patron aujourd'hui de Monoprix de Franprix. Par exemple, le Monoprix de la Défense, aujourd'hui, il fait pas de chiffre d'affaires. Il marche pas. Par contre, il y a des Franprix, effectivement, ou des Monoprix dans des zones un peu plus populaires, où il y a plus d'habitations, où il y a comment dire, il y a des chiffres qui montent, effectivement, les chiffres d'affaires montent. Le personnel, aujourd'hui, on a à peu près 25% de personnel absent. Les femmes, les hôtesses de caisse qui sont à la maison parce qu'elles ont des enfants de moins de 16 ans. Donc, on a affaire, par rapport à votre question, enfin, ta question, en introduction, on cherche des intérimaires. Il y a des gens du siège qui vont aider en magasin. Voilà, donc on essaye d'aider. Aujourd'hui, on est devenu, on parle plus d'argent, on va dire. C'est nous, dans l'alimentaire, on parle d'utilité publique. Hervé, voilà. Oui. Je veux revenir à un sujet immobilier, pardon, parce que on s'éloigne un peu du sujet immobilier. Depuis des années, vous ouvriez des boutiques sur des valeurs locatives assez élevées. Alors, est-ce que oui. Attends, j'ai pas fini ma question. Donc, depuis des années, vous ouvriez sur des valeurs locatives assez élevées. On va dire que vous étiez, entre autres, avec les centres médicaux, avec d'autres activités, vous étiez les plus agressifs, on va dire, en termes de loyer. Parce que votre chiffre d'affaires vous permettait d'y aller. C'est pas, vous étiez pas. Continuerez-vous à le faire?
Et est-ce que vous avez envisagé de fermer des emplacements? Alors, non, on a juste fermé un magasin, enfin fermé. On arrête d'exploiter aujourd'hui un magasin qui est celui qui est à Disney Village, à Village Nature, bien sûr, qui est fermé au public. On ne ferme pas de magasin. Les valeurs locatives, les hauts loyers, de toute façon, vous le savez très bien, les bailleurs, ça fait 1 an déjà, avant cette crise, qu'on essaye de renégocier les loyers. D'accord? Donc, c'est pas la crise qui fait que on est dans une dynamique où aujourd'hui les surfaces alimentaires, par pour Franprix, on a un peu joué plus dans la course à faire monter un peu les enchères parce qu'on était à la part de marché, etc. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la réalité. Donc il faut que les bailleurs ils revoient, et ils le revoient d'ailleurs. Hein, il y a beaucoup de partenaires qui sont aujourd'hui qui baissent leur loyer et qui savent que on est dans une crise avant celle du corona, voilà, avant du Covid-19. Donc déjà avant la crise, ça allait moins bien? Avant la crise, oui, ça fait 1 an qu'on téléphone aux bailleurs pour soit leur dire qu'on risque de fermer le magasin, soit et leur demander de baisser les loyers. Voilà, il y a des bailleurs chez vous là. Mais parce que ça marche moins bien. Non, c'est pas que ça marche moins bien, c'est qu'il y a eu une course à l'échalote, on va dire, où effectivement c'était une course à la part de marché. On avait besoin d'avoir des mètres carrés commerciaux dans Paris ou dans des grandes villes. Franprix, ça fait 60 ans que ça existe en centre-ville. Les autres, Carrefour, Intermarché, ils ont créé il y a eu 6 ans, 7 ans, et ils essayent de venir en centre-ville. Et puis voilà, puis on se regarde, c'est la concurrence, c'est l'offre et la demande. Les locaux 300, 400 mètres carrés, c'était celui qui payait le plus cher qui avait le droit de les avoir. Alors, aujourd'hui, on n'en est plus là. Ok. Merci Hervé en tout cas. Tout le monde, on se rend compte que certains appels les petits gens sont aujourd'hui indispensables, les caissières, les livreurs, les éboueurs. Tout de même, dommage de s'en rendre compte à cause de ce corona la balayette. Eh ben, on revient à Félix Potin. Taux d'effort limité pour les. Bon, et on va. Alors, Hervé, du fond du cœur, je te remercie. Tu sais que je sais que je peux toujours compter sur toi et tu as toujours été présent pour moi dès que je t'ai appelé. Je te remercie du fond du cœur et je te remercie aussi d'avoir été aussi sincère. Comme d'habitude. À bientôt. Alors, on a raccroché avec Hervé. Les amis, il a quand même dit, on l'a tous entendu, on va arrêter la course à l'échalote. J'adore. Merci pour cette initiative. Le retail, c'est très intéressant, mais peut-on alterner sur le bureau? Oui, on y va. Et toi, David, est-ce que tu peux nous donner ton avis? Si je peux me permettre, Steve, ainsi que tout le monde, je ne sais pas si mon rôle aujourd'hui est de donner mon avis. Je veux pas prendre parti pour l'un, pour les autres. Moi, je veux juste être un peu le porte-étendard de tout le monde et essayer de tous nous réunir et de tous se scinder ensemble pour qu'on avance. Le reste, j'ai pas envie de donner mon avis rien que pour ça. Alors, on va appeler donc, il est où Lior? On va appeler Laurent Leprévost. Laurent Leprévost, c'est le directeur général du groupe Babylone. Le groupe Babylone, c'est un groupe immobilier. Alors, attendez, Prévost, tac. Alors, pourquoi j'arrive pas à l'appeler Prévost? Attendez, excusez-moi. Hein. Ah oui, le Prévost, pardon. Alors, attends, 2 secondes. Excusez-moi, c'est du live. Ah, il n'a pas d'iPhone. Bravo. Et il n'a pas WhatsApp. Ah bah alors, Laurent, si vous pouvez juste... parce que vous n'avez pas d'iPhone et vous n'avez pas WhatsApp. Comment je peux vous appeler en FaceTime? Ah si, ça marche. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Je suis fatigué. Hein. Impossible d'émettre un appel car ce numéro n'est pas enregistré sur WhatsApp. Laurent, je ne peux pas vous appeler. Vous n'êtes pas sur WhatsApp et vous n'avez pas d'iPhone. Ça existe encore de ne pas avoir d'iPhone? Bah, apparemment, oui. Alors, on va appeler. Donc maintenant, on va appeler la Rolls. La Rolls, c'est André Jacquin. Moi, je suis fan de ce monsieur. Je l'adore. André, avant qu'on démarre et que vous décrochiez, je voulais juste vous dire que vous êtes juste génial, en fait. Ah. Bonjour David. Qu'est-ce que je suis content de vous voir. Est-ce que vous me
voyez? Je vous vois parfaitement. Bon, Vous êtes beau comme un dieu. je voulais vous dire que je n'ai strictement rien à voir avec Pythagore. Ah, vous n'avez rien à voir avec Pythagore? Non, d'abord parce que je suis un petit peu plus jeune que lui, d'une part, et surtout nettement moins savant. Bon, alors, pour nous et pour l'ensemble, alors, déjà, si quelqu'un ne sait pas qui est André Jacquin, André Jacquin, c'est un des plus grands avocats de Paris spécialisé en immobilier d'entreprise. Ça, c'est bien résumé. Je vous laisse la responsabilité de votre propos. Bon. C'est des colombages au-dessus, là. Vous êtes en Normandie? Je suis en Normandie. Et il fait beau, non? Il fait très beau aujourd'hui. Ah, le monde va mal. Hein. Pour qu'il fasse beau en Normandie, c'est que vraiment le monde va mal. Hein. C'est le monde à l'envers. Et on est dans une situation exceptionnelle. Alors, ok, on est parti, maître. Déjà, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur tout ce que vous avez vu depuis le début? Alors, ce que je voulais dire, c'est rebondir sur les propos de Jacques Attali, sur lesquels je suis totalement d'accord. On est dans une crise totalement exceptionnelle, totalement inédite, jamais rencontrée, jamais vue. On a connu la crise de la guerre du Golfe en immobilier, enfin pour les gens qui sont anciens en tout cas, qui a laissé des traces évidemment. On a connu la crise de 2008, mais tout ça, ça n'a strictement rien à voir et c'est totalement balayé par rapport à la crise liée au Covid-19. Les magasins sont à l'arrêt, les centres commerciaux sont fermés. J'avoue que j'ai une admiration sans borne à la fois pour les enseignes et pour les propriétaires bailleurs qui réussissent à garder leur calme dans une situation aussi extraordinaire. Cela étant dit, le droit n'apporte que peu de réponses dans les situations qui sont aussi extraordinaires. C'est-à-dire la réponse juridique à la question qui est posée est relativement incertaine en réalité, malheureusement. Alors Maurice Bancé parlait tout à l'heure de la création d'un fonds de solidarité par les assurances, et c'est vrai que c'est une bonne idée. Est-ce que cela sera possible? Est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler sur une autre idée qui consisterait à dire que, étant dans une situation exceptionnelle, nous devons inventer des nouveaux concepts qui eux aussi sont totalement exceptionnels et qui résultent évidemment de la solidarité. Parce que le maître mot qui a été entendu aujourd'hui, c'est évidemment la solidarité. Alors, quels sont les principes juridiques? Vous me permettez de développer sur les principes juridiques, David? Oui, pas trop? Très brièvement, simplement, en restant sur ma conclusion finalement, qui est que, quel que soit le principe qu'on applique, c'est-à-dire le principe fondamental, finalement, de l'exécution des contrats, puisque le contrat fait la loi des parties, c'est ce que rappelle le Code civil. Donc, il y a une force obligatoire du contrat qui est tout à fait considérable. Bien. Eh bien, si on en reste au principe du droit civil, il est clair que les loyers et les charges doivent être payés, nonobstant la situation dans laquelle on se trouve. Alors, on peut objecter effectivement qu'on ne peut pas demander un loyer à un locataire dont la boutique n'est pas ouverte. C'est évidemment frapper au coin du bon sens. Mais en réalité, c'est pas si simple parce que si la faute de cette fermeture n'est pas imputable au preneur, elle n'est pas non plus imputable au bailleur. Donc on se trouve dans une situation juridique un petit peu paradoxale. Alors finalement, je crois que la seule notion juridique à laquelle on peut se raccrocher, et encore c'est pas tout à fait évident parce que à l'occasion des précédentes épidémies, cette notion avait été rejetée. Je parle d'épidémies H1N1, Ebola, la dengue, etc. Oui, ça a donné lieu à pas mal de jurisprudence. Et ces jurisprudences avaient rejeté la notion de force majeure. Pour autant, à l'époque, on n'était pas dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une situation totalement paradoxale, invraisemblable, imprévue, imprévisible. Et par conséquent, on peut considérer aujourd'hui que la force majeure peut être d'un bon secours, mais s'agissant toutefois d'une force majeure
qui n'empêche pas de manière définitive l'exécution du contrat, je parle du contrat de bail, bien entendu, il est clair que la seule réponse à la force majeure est la suspension de l'exécution du contrat. C'est ce qu'a proposé de faire en premier le CNCC à l'époque, ça a été suivi par la majorité des bailleurs et par la totalité des grandes associations et des grands bailleurs institutionnels qui ont accepté, au titre de la solidarité nationale, de suspendre le paiement des loyers et charges jusqu'à la fin de la crise que nous traversons actuellement et qui est totalement inédite. Donc la force majeure entraîne, comme vient de nous dire Muriel Amselem, la force majeure entraîne la suspension uniquement, mais pas l'annulation. Non, ça n'entraîne ni la résiliation, ni même la résolution du contrat. Ça entraîne la suspension dès lors que la crise a une issue certaine. C'est le critère qui est retenu par la jurisprudence. Oui, mais alors donc on va tous avancer dans la vie avec une épée Damoclès. Chaque locataire va avancer avec une épée Damoclès. Parce que, je vous explique pourquoi je dis ça. Oui, bien sûr. C'est que si vous, imaginons que vous êtes mon bailleur, moi je suis votre locataire, d'accord? Vous avez plaisir, mais c'est pas le cas pour l'instant. Bon, peut-être qu'on pourrait y arriver un jour ou l'autre. Ou imaginons dans l'autre sens. Allez, je suis votre bailleur, vous êtes mon locataire. Imaginons que moi j'arrive à négocier avec monsieur Rib, qu'on vient d'avoir au téléphone juste avant, 6 mois de trésorerie. Oui. Si moi je ne vous facture pas, mais je vous le reporte, c'est-à-dire que moi j'ai fait de la trésorerie pendant 6 mois, alors que vous avez rien fait, je vous ai juste déporté votre problème. Donc, mais pour autant, vous n'allez pas exploiter votre magasin qui sera nécessairement fermé. Oui, mais c'est pas évidemment des magasins qui restent ouverts comme. Non, on parle des magasins fermés. Imaginons que j'ai un. On parle des magasins qui sont fermés. Oui. N'est-ce pas? Oui. Pour les magasins fermés, vous ne faites pas, comme l'ont rappelé les enseignes, ils ne font pas 1 centime de chiffre d'affaires. Donc, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas demander à un locataire de payer? Je pense que la force majeure permettrait de ne pas payer, enfin de reporter, puisque le droit... Non, mais attendez. Mais avec tout le respect que je vous dois, monsieur, maître Jacquin, le reporter, c'est une épée Damoclès. Non, parce qu'il faudra passer des accords avec entre bailleurs et locataires. La solution liée d'ailleurs à tout ce qui a été dit aujourd'hui, à savoir la solidarité, va nécessairement aboutir à des accords pour permettre aux uns et aux autres de se sortir indemnes de la crise. Ça va prendre du temps, mais si on ne fait pas les uns et les autres l'effort national de solidarité, il est clair qu'on va devant de graves difficultés et des entreprises qui vont tomber en cascade, que ce soit bailleurs ou locataires d'ailleurs. Je comprends. Ok, alors attendez, on va passer à mon autre question. Et ben d'ailleurs, on y vient en même temps. Alors, j'ai trouvé cette question exceptionnelle de Antoine Ormière. Merci Antoine, je ne sais pas si vous nous regardez. Comment organiser le renouvellement des baux commerciaux? La valeur locative risque de chuter et de mettre en danger le bailleur en cas d'alignement. Alors, si on se trouve à un moment donné dans une procédure de renouvellement de bail, il faut rappeler quand même les quelques principes de base. Le loyer sera fixé en fonction de la valeur locative des locaux. Je ne veux pas être trop technique, mais tel que déterminé par l'article L145-33 du Code de commerce. C'est-à-dire en fonction des éléments de comparaison du secteur. Voilà. Les éléments de comparaison du secteur seront pris à la fois sur les valeurs marché, c'est-à-dire les nouveaux baux qui seront consentis au moment du renouvellement, mais également sur les renouvellements passés, les décisions judiciaires qui auront fixé des loyers de renouvellement. Ce qui veut dire que si effectivement à un moment donné le marché s'écroule, ouais, c'est ça. Eh bien, les juges, d'une manière totalement pragmatique, vont prendre en considération les loyers constatés sur le marché. En fait, c'est l'analyse du marché qui va permettre de déterminer la valeur locative des locaux et non pas l'inverse. J'ai compris. Alors, maître Jacquin, j'ai une dernière question à vous poser. Comment vous vivez votre confinement? Écoutez, quand vous ne parlez pas informatique, tout va bien. Parce que, juste pour info, auprès de tout le monde qui nous regarde, maître Jacquin et moi, je pense qu'on a passé tout le week-end ensemble à essayer de connecter le téléphone, enfin l'ordinateur de maître Jacquin sur le logiciel. On a passé presque 2 jours là-dessus et on se rend compte à la fin qu'on est sur un iPhone. C'est quand même incroyable, non? C'est exactement ça. Maître Jacquin, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel.
Et vraiment du fond du cœur, je voulais vous dire, vos questions ont été très sincères, très rapides, très franches, et ça nous permet de gagner du temps. Un crédit sur une SCI patrimoniale peut-il être reporté de 6 mois? Bon, on va pas, parce que sinon, je réitère ma question. En cas de renouvellement de bail dans un contexte qui est le nôtre, quelle est la situation retenue pour les occupants? Il y a trop de questions. Le problème, c'est qu'il va falloir que j'appelle les autres invités, les amis. En tout cas, merci André, et j'appelle donc Laurent Le Prévost. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, Laurent Le Prévost, il est où, Laurent Le Prévost? Parce qu'il m'a donné son numéro, mais le problème… alors, Laurent Le Prévost, est-ce que ça marche? Alors, Laurent Le Prévost, parce que ça serait bien quand même qu'on ait l'avis du bureau, hein. Il n'y a pas que le commerce dans l'immobilier entreprise, même si on a beaucoup parlé de commerce. Alors, faites voir. Est-ce que ça marche? Appel. Alors, attends, sinon, attends, Laurent Le Prévost, bouge pas, je vais essayer de vous appeler. Laurent, je vous appelle, hein. Non, échec de l'appel. Vous voyez, impossible d'émettre un appel. Laurent Le Prévost n'a pas WhatsApp. Bizarre. Bon, on va essayer d'appeler Lior direct. Attendez, bougez pas. Oui, allô? Oui? Ah, bah super, Laurent. Alors, j'essaye d'activer le FaceTime. Chaque crise met en avant les inégalités. On sait mettre les exergues, les problématiques. Tu décroches pas le FaceTime, là? Ah, voilà, parfait. Bonjour David. Faut que tu coupes le son du micro de l'ordinateur. C'est fait. Tout va bien? C'est bon? Ouais, tout va bien? Très bien. Alors, merci Laurent de nous accorder un peu de temps. J'ai voulu faire intervenir Lior, et bon, à travers toi, parce que Lior n'était pas disponible, il avait des problèmes avec la caméra, il m'a dit, je t'avoue, je comprends rien, moi, à l'ordinateur, tout ça. Et il m'a dit, Laurent fera mieux le taf que moi. Alors, Laurent, vu que vous allez mieux faire le taf que vous, eh ben, j'avais préparé des questions pour Lior, et ben, vous allez vous y attacher. Ça vous va? C'est parfait. Alors, la première, alors l'avenir de l'immobilier commercial n'est-il pas l'immobilier résidentiel avec le développement du télétravail? Bon, alors les amis, il y a beaucoup de numéros, de questions. On va déjà, moi j'ai préparé quelques questions. C'est des questions que vous m'aviez posées en amont déjà sur LinkedIn. Alors, première question, Laurent. Depuis 3-4 ans, l'immobilier de bureau n'était pas comme ça, mais il était comme ça. Exactement. Bon. J'ai même remarqué, parce que bon, nous on a vendu des immeubles de bureaux. On n'est pas très fort en bureau, c'est pour ça que j'avais besoin de votre avis là-dessus. Mais j'ai même vu qu'à l'époque, à un moment, il y a 7-8 mois, le type signait une promesse, entre la promesse et la signature, parfois il avait pris 5-10% de bien. Juste entre la promesse et la signature en 6 mois parfois. Donc le marché du bureau est comme ça. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'évolution du marché du bureau depuis 3-4 ans? Bon, le marché du bureau depuis 3-4 ans, effectivement, est marqué par des progressions de valeurs locatives très fortes, puisque, par exemple, dans le QCA, on peut se retrouver à des valeurs entre 600 et 800 euros, là où il y a encore 2 ans et demi, on était à 450, 500 euros le mètre carré. Donc, effectivement, c'est très fort comme évolution, et ce qui veut dire que les locataires, en particulier les petites et moyennes surfaces, supportent des loyers très forts. Donc là, aujourd'hui, avec le Covid-19, vous imaginez bien que ces entreprises se trouvent dans des difficultés très importantes pour honorer leur loyer. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un petit peu la même chose que pour les commerces. Donc là, on n'est plus effectivement, comme disait Maître Jacquin, on n'est plus dans du juridique en réalité. Là, quand on parle de guerre, vous avez des entreprises qui doivent régler des sujets sur lesquels le gouvernement n'est absolument pas clair. Je vais prendre un exemple qui a été évoqué par Pauline Duval. Toutes les mises en œuvre, par exemple, du chômage partiel, c'est de la bouillie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a aucun décret. Donc, il y a une cacophonie entre les discours du général en chef qui vous explique que quoi qu'il nous en coûte, tout sera couvert, et après, vous avez des dispositions, vous avez des messages qui font que vous rajoutez à la défiance actuelle une inquiétude très forte. Donc, il faut impérativement que les pouvoirs politiques arrêtent de jouer avec les nerfs des entreprises et expliquent ce qui va se passer. Mais surtout que Laurent, surtout que Emmanuel Macron n'a jamais été un fan de l'immobilier, on le sait. Non, mais on le lui rend bien, mais comment dire, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Alors, ok, continuons sur la deuxième question. Donc, on a parlé depuis 3-4 ans.
Actuellement et dans les mois à venir, comment anticipez-vous le marché du bureau? Le bureau aujourd'hui, il est à l'arrêt pour une chose assez simple. On parlait des notaires tout à l'heure ou des avocats. C'est que même si vous avez encore des études notariales ou quelques avocats qui travaillent, c'est pas le cas dans toutes les situations. Nous, on a des transactions qui peuvent pas se faire parce que vous avez des avocats ou des notaires qui peuvent pas le faire leur boulot. Vous avez aussi un problème, c'est que les entreprises sont obligées de reporter leur prise de décision. Ça ne veut pas dire qu'elles vont les annuler, ça c'est très important, mais elles sont obligées de les reporter parce qu'elles n'ont pas de visibilité sur leur activité, leur exploitation. Donc si vous voulez, c'est assez systémique comme comportement. Et encore une fois, si vous n'avez pas un État fort qui dit clairement les choses et qui prend le relais et pour les bailleurs, et pour les entreprises, et pour les petits commerçants, eh bien vous ne pouvez pas avoir des entreprises qui reprennent confiance. Alors, Laurent, aujourd'hui, vous êtes à la directeur général d'un groupe immobilier, un peu comme moi. Moi, j'ai 60 collaborateurs, vous devez en avoir beaucoup plus que moi. Qu'est-ce que vous avez dit à vos collaborateurs, en fait? Parce que du jour au lendemain, les types, vous leur dites de bosser, c'est bien, mais parce que nous aussi, faire une visite, avec qui, comment, proposer des produits, enfin, qu'est-ce que vous faites en ce moment, en fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, écoutez, pour vous surprendre, déjà, moi, je faisais partie de ceux qui appartenaient à la minorité des fous qui, en mois de février, voyaient le sujet venir alors que les politiques, les médias étaient dans un déni total. Donc, pour vous donner un exemple, nous, on a passé commande de solutions hydroalcooliques dès le début février. Donc, on avait déjà été dans cette démarche-là de sensibiliser les salariés. On les a sensibilisés très rapidement et on les a tous mis dans un premier temps au télétravail. Et là, pour l'essentiel, ils sont en arrêt complet. On assure un service minimum parce qu'il n'est pas possible que nos salariés fassent des visites avec des propriétaires, des artistes. Oui, mais là, les salariés aujourd'hui ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Non, ils ne peuvent pas le faire. Alors, ils font quoi, vos salariés? Et donc, aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. On a 90% des salariés qui sont à l'arrêt. Mais, et vous leur dites quoi? Et ben, on leur explique des choses très simples. C'est que c'est la santé qui prime, c'est pas le business. Là, ce qui est la priorité absolue, c'est aucun risque pour nos salariés. La santé, ça ne se négocie pas. Les honoraires, ça peut éventuellement se négocier, David, mais pas la santé. Alors, ça se négocie pas trop chez moi, mais peut-être chez vous, hein. Non, pas comme ça. Mais en fait, avec Lior, on a tout de suite pris des décisions fermes en disant aux salariés, à tous, vous restez chez vous, on va vous prévenir, on a déjà communiqué à plusieurs reprises. Et voilà, et donc le groupe Babylone aujourd'hui fait face à ses obligations par rapport à ses salariés. On peut pas être dans un discours, si vous voulez. On peut pas dire à des salariés, c'est très dangereux. Enfin, les salariés entendent le discours politique d'un confinement total et envoyer ces mêmes salariés faire des visites, se déplacer dans Paris, etc. C'est pas possible. Ok, j'ai donc, une. On est très clair. On est très clair là-dessus. Ok, j'ai une dernière. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est pas du baratin. C'est des choses très concrètes sur les indemnisations, sur les banques, parce que je suis désolé, il y a des banques qui vont pas jouer le jeu. Nous, on a des retours de clients qui n'ont même plus de réponse, même pas de son, même pas d'image de certaines banques. Donc ça, c'est inacceptable. Bah, c'est une bonne nouvelle pour la BPE, alors. Comment? C'est une bonne nouvelle pour la BPE. C'est peut-être une exception. Bah non, mais c'est une bonne. Bah, s'il y a des banquiers intelligents, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas si c'est l'intelligence, mais en fait, ce que disait Jacques Attali tout à l'heure est très juste, c'est lié à la solvabilité. La machine, elle peut continuer, elle peut redémarrer s'il y a du carburant. Le carburant, c'est la liquidité. La liquidité, ce sont les banques. On a des particuliers aujourd'hui, enfin, faut le savoir, qui ont signé des compromis et qui sont dans l'incapacité d'avoir des réponses de leurs banques. Donc, c'est pas possible. Nous, on a des retours de certaines banques, de certains conseillers qui nous avouent qu'ils ont des consignes de leur direction d'arrêter le robinet. Donc, vous allez voir, on n'est pas dans du juridique, hein. La pression de l'opinion publique, ça va être extrêmement forte. Et il faut que les choses soient très très claires. Il faut arrêter d'ergoter sur la prise en charge du chômage partiel. Les bailleurs doivent avoir des garanties de l'État et on n'est pas dans la suspension. Si jamais ça se prolonge, il faut des mesures radicales. Nous, on n'est pas, on n'est pas pessimiste sur le futur. On dit simplement que vous voyez, c'est un peu la conception gaulienne de l'indépendance française. Notre dépendance par rapport à la Chine est beaucoup trop importante. Donc, pour tous les professionnels de l'immobilier, et notamment pour nos clients investisseurs, on leur dit il va falloir allouer un certain nombre de ressources sur d'autres types d'actifs. Mais de toute façon, on arrive aux limites de la mondialisation. Ah ben oui, bien sûr. Là, on s'en rend compte. En fait, le mouvement était déjà amorcé. Hein.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà, au niveau de l'écologie, au niveau du développement durable, il y avait déjà une hérésie à faire venir des millions d'avions. Si vous voulez, quand vous faites venir des fleurs du Kenya ou quand vous faites venir n'importe quelle denrée alimentaire à des milliers de kilomètres, il y a un non-sens absolu. Donc ça, je pense que l'opinion publique, elle est de plus en plus prête. Et là, le Covid-19, c'est un révélateur de cette situation, c'est un accélérateur. Et sur le bureau, on est convaincu que les nouvelles méthodes de travail vont s'accélérer. Parce que les chefs d'entreprise vont bien comprendre que là, il faut des plans B, il faut des plans C, et que compte tenu des valeurs locatives, il y a d'autres matchs à faire. Alors, dernière question, et après, on va vous libérer, parce qu'après, il y a d'autres personnes. Déjà, il y a pas mal de monde qui ont écrit « Laurent Le Prévost, il déchire ». Donc, bravo Laurent, ça veut dire que… Et encore, si vous me donniez un peu plus de temps, je pourrais encore l'illustrer. Bah ouais, mais malheureusement, après, il faut que tout le monde puisse parler. Alors, Laurent, juste une chose, et c'est ma dernière question. Pour vous, comment vous voyez l'avenir à 2 ans, 3 ans? Alors, on n'en est pas à 2-3 ans, David. On est à 1-3 mois, 3-6 mois, 6-9 mois. Ok, là, je vous écoute. 2 ans, vous oubliez. 1 à 3 mois, le choc, il est amortissable et il y a quand même des signes très positifs. C'est par exemple les traitements. On a parlé de la chloroquine. Je pense que la chloroquine, c'est des choses qui sont extrêmement satisfaisantes. Et vous allez voir que chaque semaine va apporter son lot, pas forcément que de mauvaises nouvelles. Il y aura des mauvaises nouvelles, mais je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc pour nous, entre 1 à 3 mois, c'est absorbable. 3 à 6 mois, ça va se tendre durement. Et 6 à 9 mois, il y a des risques de récession. Mais je pense plutôt à la situation 1-3 mois. Mais ce qui est important, c'est que les bailleurs accompagnent les locataires pour une raison simple, c'est que, comme le disait mon ami Alain Péchal, cash flow, en français, c'est locataire. C'est-à-dire que tous les institutionnels aujourd'hui, dans leur cash flow, ont des loyers attendus. Et par conséquent, les valorisations de leur patrimoine vont. Et aujourd'hui, chacun a parlé de valeurs locatives. Personne ne peut définir les valeurs locatives de marché. Et ça, c'est un problème de valeur vénale, de valeur locative. Quand vous avez un marché à l'arrêt, vous n'avez pas suffisamment de données pour pouvoir déterminer des comparables. Donc, même Je suis revenu. C'est bon. C'est juste que j'ai voulu aller dans les sondages. Ah, bravo David, vous avez fait planter au meilleur moment. Problème de son, ça a coupé. C'est bon, je suis revenu. Alors, Laurent. Oui. Je vous remercie du fond du cœur. Parce que, non mais sincèrement, je voulais vous dire quelque chose, Laurent. On est une famille. On est tous une famille, c'est ce que je disais avec Lior hier au téléphone. Et bah tiens, je vais continuer. Je vous remercie Laurent et vous allez regarder ce que je vais dire. Merci Laurent. Alors, je voulais tous vous dire quelque chose qui est très important pour moi. Hier, j'ai appelé Lior. Vous voyez, en fait, j'ai écrit une phrase pendant que je vous écoutais tous. Vous m'avez tous dit, tiens David, donne un peu ton avis. Alors, je vais vous donner mon avis sur un point. Vous savez, moi j'ai très peur des disruptions. Vous savez à quel point… Pour moi, les disruptions… Alors, attendez, je cherche ce que j'ai écrit. Bon, bah, je vais pas retrouver ce que j'ai écrit et on s'en fout un peu. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire en freestyle. Vous savez, en fait, on est tous une famille aujourd'hui. Le diagnostiqueur, le promoteur, l'agent immobilier, l'investisseur, le locataire, l'enseigne. On se tirait tous un peu… On était tous un peu face à face à se bousculer. Mais au bout du compte, on est tous contents de notre place. Tout le monde était content un peu de sa place. Ce que je pense, c'est que si on n'est pas soudés dans les mois qui vont venir, il y a des disrupteurs qui vont venir et ils vont tous nous mettre dehors. Donc, il faut absolument que dans l'avenir, on reste tous main dans la main, sinon on va péricliter. Voilà, c'était un sujet important. Alors, il me reste qui à appeler? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, les amis? Dommage que ça marche plus. Vous oubliez les avocats. Bah, j'ai appelé… Ah, pardon, les avocats aussi. Oui, on est tous soudés. Projet à 6-9 mois. Si vous avez des questions ou des idées, n'hésitez pas. Il nous reste que 10 minutes. En attendant que vous me posiez toutes vos questions, je voudrais juste
vous rappeler quelque chose. Et c'est mon avis. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être des phrases de président, mais moi, je suis pas d'accord. J'ai juste envie de vous le dire. Tout le monde m'a dit que je devais pas le dire, mais tout le monde m'a dit aussi que j'arriverais jamais à ramener 2000 personnes sur une conférence. Donc, en fait, j'ai envie de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et après, je verrai comment je le ressens. Je pense que depuis 100 ans, on a pensé qu'on était au-dessus de la nature. On a tué la nature. Et on pensait qu'on pouvait survivre sans elle. Nous avons décimé des forêts. On a pollué les océans. On a produit à outrance. On a gaspillé sans réfléchir. On a pillé toutes nos ressources. Et au bout du compte, on est tous responsables. Parce que quand on achète du papier, on pollue les forêts. Quand on pollue les océans, c'est de notre faute. Et vous savez, après d'innombrables COP21, COP22, COP23, on n'a jamais réussi à faire ce que la Terre nous demande depuis le début, c'est-à-dire la respecter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Terre, elle a décidé de prendre les devants et nous prouver qu'on n'est que des humains et qu'on est impuissants face à la force de la nature. Et je pense que je me suis dit cette phrase toute cette semaine, c'est que, en fait, peut-être que pendant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus proche de nos familles, plus proche de nos parents, plus proche de notre femme, plus proche de nos proches, et d'essayer de prendre un peu plus de temps. Vous savez, je parlais avec Pauline Duval il y a 10 jours parce qu'on a fait une émission tous les deux sur Radio Imo, et je lui disais une phrase à Pauline qui est assez drôle. Je lui disais, il y a 10 jours, hein, tu sais Pauline, la bienveillance et le business, c'est 2 mots qui sont pour moi et pour beaucoup, pas pour moi, et qui sont beaucoup pour beaucoup un antonyme. Pourquoi il y a autant d'antidépresseurs sur le marché? Pourquoi il y a autant de burn-out? Pourquoi il y a autant de mal-être en entreprise? Pourquoi on veut tout le temps faire de la croissance? Pourquoi un type qui dit, cette année, écoute, j'ai pas fait de croissance, j'ai structuré ma boîte. Pourquoi ce type-là, on va le regarder en disant, attends, il est fou, lui. Pourquoi on ne cherche pas à stabiliser nos acquis? Et je lui avais dit, un jour, tu verras, Pauline, les mentalités vont changer.